Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires les plus tragiques et déchirantes que l'on puisse imaginer. L'histoire d'Isaiah Maurice Torres, un jeune garçon dont la vie a été brutalement interrompue par ceux qui étaient censés le protéger, soulève des questions profondes et dérangeantes. Préparez-vous à explorer les détails bouleversants d'une affaire qui nous rappelle l'importance cruciale de la vigilance et de la protection des enfants. Restez ici pour découvrir ce drame qui a secoué les consciences et suscité un appel urgent à la justice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter du cas d'Isaiah Maurice Torres et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je viens de changer de caméra puisque l'ancienne a décidé de lâcher au moment où je tournais justement cette vidéo. Si je vous dis ça, c'est parce que possiblement les réglages ne sont pas forcément encore les bons, c'est une toute nouvelle, je suis en train d'apprendre à l'apprivoiser, donc je suis désolé si l'image n'est pas encore parfaite. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Maurice Isaiah Torres, connu de ses proches par son deuxième prénom, Isaiah, est né le 3 juillet 2008. Il est le fils de Mauricio Alejandro Torres et de Katy Lynn Torres. Isaiah vivait avec ses parents en compagnie de ses deux sœurs, Madison et Mackenzie, dont l'une était sa sœur jumelle. Avant de se marier avec Katy, Mauricio avait été marié à une femme nommée Linda, avec qui il avait vécu en Californie. Ensemble, ils avaient eu deux enfants, un fils également prénommé Maurice, connu simplement sous le nom de Torres, et une fille nommée Erika. De son côté, Katy avait eu plusieurs enfants avant son union avec Mauricio. Elle avait eu en effet 4 chérubins qui se nommaient Nicolas, Quentin, Spencer et Bailey. Isaiah était un petit garçon adorable, gentil et souriant. Ce dernier, toujours prêt à aider son prochain, avait été un bénévole assidu au Samaritan Community Center de Rogers, en Arkansas, pendant 3 années consécutives dans le but d'aider les plus précaires, les enfants en difficulté ou encore aider les personnes qui vivent des drames comme ça se passe là-bas souvent les tornades, les feux de maison et autres drames du même type. Des personnes qui ont du mal à se nourrir financièrement parlant peuvent venir dans ce centre afin de repartir avec quelques provisions, comme par exemple les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge que l'on peut avoir en France afin de vous donner une petite image. Selon Debbie Rambo, la directrice exécutive, ce qu'il préférait faire était de décomposer les boîtes après avoir pris une boîte de barres de granola, de vider le contenu, puis de casser les boîtes afin de les recycler. Debbie a précisé qu'Isaiah se rendait au centre chaque mardi soir en compagnie de ses deux sœurs et aidait à préparer des packs de collation. L'enfant ainsi que ses sœurs avaient fréquenté l'académie des ambassadeurs du Trist à Bentonville où le petit garçon était en maternelle. C'est à ce moment-là que 2 de ses enseignants ont exprimé des préoccupations quant à la sécurité des enfants et ont contacté les services sociaux. Perry Efferman, son professeur de maternelle, ainsi que Anna Paul, sa professeure de musique, ont tous deux rapporté avoir vu plusieurs grosses ecchymoses sur le corps du petit garçon. Perry Efferman avait d'ailleurs pris des photos des ecchymoses d'Isaiah et avait signalé ses préoccupations à la ligne d'assistance téléphonique de l'État. Les enseignants avaient aussi observé qu'Isaiah volait régulièrement les déjeuners des autres enfants et récupérait de la nourriture dans les poubelles. Et comme par hasard, juste après tous ces signalements, l'année suivante, Isaiah ainsi que ses sœurs n'étaient pas du tout retournés à l'école. Au contraire, leurs parents avaient décidé de les scolariser à domicile, ce qui est quand même bien pratique. De ce fait, les enfants n'ont plus besoin d'aller à l'école, il n'y a aucun signalement si jamais ceux-là sont en signe de malnutrition, s'ils volent de la nourriture aux autres élèves ou si encore ils ont des ecchymoses sur le corps. De plus, si ces enfants même venaient à disparaître, ça passerait inaperçu, comme nous rappelle le cas d'Erika Parson que je mets juste ici,
une affaire que j'ai traitée il y a 2 ou 3 semaines de ça. Certains documents ont indiqué que la protection de l'enfance avait enquêté sur les mauvais traitements infligés à Isaiah dans la maison des Torres. Mais les enquêtes ont été fermées faute de preuves concluantes. Malheureusement, il a fallu qu'un drame arrive pour que les preuves soient mises à jour. À 23h33, le 29 mars 2015, une ambulance a été appelée à la maison de la famille Torres concernant le petit Isaiah. Les équipes médicales d'urgence du service d'incendie de Bella Vista ont accouru à la maison des Torres, arrivant à 23h40 à la résidence, où ils ont trouvé Isaiah allongé sur le dos dans le salon. Toutefois, le fait que le garçon ne respirait pas n'était pas le seul problème. Avant que le petit soit emmené en ambulance vers l'hôpital Mercy, les médecins avaient remarqué de nombreuses lacérations ainsi que des ecchymoses tout de même assez graves sur le corps du petit garçon, et ils avaient demandé que la police soit alors informée. Il était très clair que ce qui était arrivé à l'enfant n'était pas un accident. Peu de temps avant minuit, l'officier Jeff Blake a été appelé à la résidence Torres à la demande des premiers intervenants. L'officier est arrivé sur les lieux à minuit pile, mais les véhicules d'urgence, eux, avaient déjà quitté les lieux. L'agent a été redirigé vers la salle d'urgence de l'hôpital Mercy, où il est arrivé en 7 minutes seulement. L'officier Blake a consulté les pompiers Chuck Lawson et le capitaine Cottingham au sujet de ce qu'ils avaient observé à leur arrivée à la résidence Torres à 23h40. Lawson a déclaré qu'il avait immédiatement vu le père, Maurizio Alejandro Torres, âgé de 45 ans au moment des faits, tenter de pratiquer la réanimation cardiaque sur le petit Isaiah, qui était inconscient et gisant sans vie sur le sol du salon. À proximité se trouvait la mère du petit garçon, Cathy Torres, ainsi que les 2 sœurs d'Isaiah, âgées de 5 et 6 ans. Chuck Lawson s'était précipité pour administrer une réanimation cardiaque d'urgence au petit garçon qui était au sol, tout en demandant à Cathy et Maurizio ce qui s'était passé pour qu'ils se retrouvent dans cet état-là. Les parents ont expliqué qu'ils venaient tout juste de rentrer chez eux après un voyage de camping et n'avaient aucune idée de ce qui n'allait pas avec leur fils. Isaiah n'avait pas du tout d'antécédents médicaux et il n'était pas non plus au courant d'une quelconque condition qui aurait pu provoquer un tel effondrement de sa part. À ce moment-là, 2 autres pompiers ont amené un lit de camp et ont chargé l'enfant de 6 ans là-dessus. C'est alors que Lawson a remarqué que Isaiah avait de multiples contusions et coupures sur son corps. En tournant l'enfant sur le côté, il a observé des blessures supplémentaires, des ecchymoses lourdes et des blessures par perforation jonchant la petite victime. Toutes ces blessures étaient vraiment inhabituelles et n'avaient absolument rien à faire sur un petit garçon de 6 ans. Les pompiers ont transporté l'enfant hors de la maison, ils l'ont mis dans l'ambulance, où ils ont continué à tenter de lui sauver la vie. C'est là qu'ils ont alors décidé de contacter la police pour signaler un acte criminel présumé et informer les autorités des blessures trouvées sur le corps de l'enfant. La réanimation n'a malheureusement servi à rien et après 10 minutes sans signe de vie, l'ambulance a quitté Creswell Circle pour se diriger vers l'hôpital. Dans la salle de traitement de l'hôpital Mercy, l'officier Blake a inspecté visuellement le corps d'Isaiah en prenant en même temps plusieurs photos afin de constituer un dossier de preuves. Les blessures étaient nombreuses et c'est vraiment insoutenable de vous les raconter. L'enfant avait plusieurs coupures à la tête, aux genoux et au haut des pieds, plusieurs blessures dans le dos ainsi que des ecchymoses massives sur tout le côté du corps du garçon. C'étaient les mêmes ecchymoses graves que les pompiers avaient observées dans la maison. Il était évident que quelque chose de sinistre s'était alors produit. L'officier Blake a parlé avec le médecin, qui a confirmé qu'Isaiah n'avait jamais retrouvé son pouls après son arrivée à l'hôpital Mercy. Lorsque Isaiah Torres est arrivé à l'hôpital, le docteur Franklin Mayway a tenté désespérément de réanimer le petit garçon. Mais malheureusement, il était déjà trop tard. Maurice Isaiah Torres, alors âgé de 6 ans, a été déclaré mort à minuit 23 le dimanche 30 mars 2015. Avec la mort de l'enfant, il était certain qu'une enquête allait ouvrir et qu'il fallait découvrir ce qui était arrivé à cet enfant. Le médecin a indiqué que l'enfant de 6 ans présentait des signes de traumatisme contondant au niveau du tronc, de la tête et d'autres parties du corps, ainsi que des lacérations et des contusions superficielles. Ces blessures donnaient l'impression que Isaiah avait souffert de maltraitance depuis très longtemps. De plus,
Cet enfant avait une marque en forme de diamant sur son abdomen. Alors que le docteur Mayhew décrivait les blessures de l'enfant à l'agent Blake, une infirmière est entrée dans la pièce pour leur annoncer quelque chose de terrible. Elle avait découvert du sang à l'intérieur du rectum d'Isaiah. Cette découverte a évidemment plongé l'affaire dans une obscurité encore plus grande. Le docteur Mayhew a alors mentionné avoir discuté avec Maurizio, le père de l'enfant, qui avait expliqué que les blessures au dos de son fils étaient le résultat d'une brûlure chimique survenue en 2014. Selon ce dernier, Isaiah aurait même été soigné pour sa blessure à l'hôpital pour enfants de l'Arkansas à Little Rock. Toutefois, après avoir consulté la base de données médicale, le docteur Mayhew n'a trouvé aucune trace de traitement pour une telle blessure. En conséquence, la famille a été conduite au poste de police de Bella Vista pour être interrogée. Cathy a été escortée jusqu'au poste par l'agent Justin Green, tandis que Maurizio et les deux filles du couple suivaient dans leur propre véhicule. Une fois arrivés au poste de police, Maurizio et Cathy ont été séparés pour être interrogés individuellement. Lors de son premier interrogatoire, Cathy a déclaré au détective Ed Williams que la famille était rentrée chez elle vers 22h après un voyage de camping d'une nuit à Hollister, dans le Missouri. Elle a expliqué qu'à environ 14h ce même jour, Isaiah avait commencé à se plaindre de douleurs abdominales. Cathy a alors affirmé lui avoir administré du Pepto-Bismol, pensant que ça allait améliorer son état. Selon Cathy, Isaiah s'était endormi lors du trajet de retour, mais après l'avoir réveillé à leur arrivée, il était entré seul dans la maison et avait même aidé à décharger le véhicule. De ce fait, tout semblait aller pour le mieux. Cathy a précisé que le petit garçon avait pris une douche seul et semblait en bonne forme, bien qu'il semblait un petit peu fatigué. Finalement, rien de bien étonnant pour un enfant de 6 ans après un tel voyage. Après la douche, il avait enfilé son pyjama Spider-Man et Cathy lui avait préparé du thé vert. Malgré ça, le petit se plaignait encore de douleurs abdominales. Alors Cathy l'avait laissé se reposer dans la chambre principale. Selon ses dires, Isaiah s'était endormi rapidement et avait même commencé à ronfler. Cathy a affirmé qu'elle avait quitté la pièce un court instant, et à son retour, elle a découvert que son fils ne respirait plus. Elle a tenté de le réveiller avant de contacter immédiatement le 911 pour demander de l'aide. Cathy a catégoriquement nié avoir connaissance des autres blessures d'Isaiah. Elle a affirmé qu'à leur retour du voyage de camping, la zone autour des yeux de son fils paraissait juste légèrement sombre, finalement comme quelqu'un qui avait des cernes suite à une extrême fatigue. Elle a également expliqué aux enquêteurs que son fils se heurtait fréquemment aux poignées de porte. Selon elle, elle n'avait d'ailleurs jamais vu Isaiah torse nu, ce qui expliquait son ignorance des blessures dont elle parlait. Mais je ne sais pas vous, mais je trouve ça assez étonnant qu'une mère dise qu'elle ne voit jamais son fils de 6 ans torse nu. Alors, certes, je ne suis pas parent, mais j'ai un petit frère, on a 11 ans de différence, ce qui fait que lorsqu'il avait 6 ans, j'en avais 17, et ça m'arrivait forcément de m'occuper de lui. Et un enfant de 6 ans, t'as tendance quand même, quand tu vis avec, à le voir régulièrement torse nu. Donc, en tant que sa mère, je trouve ça très étonnant, c'est dire. Quoi qu'il en soit, le détective William, agacé par toutes ces explications, a dit à Cathy que les blessures de son fils semblaient être le résultat d'une violence physique significative. Bien qu'elle ait nié être à l'origine de ces blessures, lorsqu'on lui a demandé si, à tout hasard, Maurizio pouvait être responsable, elle s'est contentée de répéter qu'elle n'avait pas fait ça en disant « On va dire ça ». Lorsqu'elle a été confrontée à la blessure du nez d'Isaiah, elle a répliqué que ce dernier avait toujours eu un nez un petit peu tordu. Pourtant, lorsqu'on regarde vraiment les photos du petit garçon, franchement, il n'a pas l'air d'avoir de nez tordu. Cathy a ensuite affirmé qu'ils avaient rarement donné des fessées à leur enfant et que ça faisait plusieurs mois qu'elle n'en avait même pas administré une seule. Elle a évidemment insisté sur le fait qu'elle et son mari aimaient profondément leurs enfants et qu'ils se disputaient rarement. Ce fut alors le tour de Maurizio d'être interrogé. Ce dernier a confirmé l'histoire du camping que Cathy avait partagée et a déclaré qu'Isaiah s'était plaint de douleurs abdominales, a vu de la diarrhée et avait légèrement vomi. Maurizio a mentionné avoir même demandé à Cathy s'il devait amener l'Isaiah aux urgences. Cathy aurait refusé, jugeant que les urgences ne le prendraient pas en charge pour un simple mal de ventre. Suite à cette conversation, le détective Williams a confronté Maurizio aux nombreuses blessures observées sur le corps d'Isaiah.
Sans surprise, il a nié toute connaissance des ecchymoses, des lacérations ou même de la marque en forme de diamant. Ce dernier a expliqué que la zone sombre au niveau des yeux d'Isaiah était apparue à peu près au moment où il avait commencé à tomber malade. Bien que le docteur Mayu ait confirmé que les blessures au dos d'Isaiah avaient été causées par des brûlures chimiques, Maurizio a nié toute connaissance de ces blessures, déclarant simplement qu'il fallait demander à sa femme concernant ce sujet. Il a attribué les autres blessures à diverses chutes et a affirmé « Tout ce que je sais, c'est que ce garçon est maladroit ». Le détective Williams a fait une courte pause dans l'interrogatoire, puis à son retour, Maurizio a exprimé sa suspicion que Katie l'avait peut-être incriminé. Il a fait plusieurs commentaires suggérant qu'il pensait que sa femme avait conclu un accord pour le faire passer pour le responsable de la mort de leur fils. Le détective a réitéré qu'il voulait simplement découvrir qui avait blessé ce petit garçon, ce à quoi Maurizio a répondu « Ne me demandez pas de trahir ma femme ». Maurizio a déclaré qu'il avait continuellement questionné Katie sur l'état de leur fils et qu'elle se contentait de dire qu'il était simplement tombé. Il a ensuite répété qu'il n'avait jamais vu sa femme faire de mal à leur fils, affirmant qu'elle savait qu'il ne trahirait pas. Durant la matinée, les services sociaux ont conduit les deux sœurs d'Isaiah, Madison et Mackenzie, au Children's Advocacy Center pour des entrevues médico-légales. Les petites filles, âgées de 6 et 5 ans, ont été interviewées séparément. Lors de son entretien avec Aaron Cranor, l'une des sœurs a confirmé l'histoire du camping, des douleurs abdominales d'Isaiah, et que Katie lui avait administré des médicaments. Elle a raconté que son frère était souvent assis pendant le voyage du camping et que, de retour chez eux, son père avait dû le porter à l'intérieur. Selon la petite fille, son père avait placé Isaiah sur le lit, où elle et sa sœur avaient aidé Katie à le déshabiller pour une douche. Elle a ensuite déclaré avoir aidé son père à porter son frère jusqu'à la douche, où il devait être soutenu car il continuait de tomber pendant toute sa douche. Comme vous le voyez, cette version est bien différente de celle de Katie. Par la suite, la petite fille a affirmé qu'ils avaient aidé leur mère à mettre Isaiah au lit et qu'ils se comportaient de manière étrange. Ils lui ont retiré son pyjama et leur mère a préparé une tasse de thé vert tout en lui donnant des vitamines pour l'aider à se sentir mieux. Après qu'Aaron Cranor ait interrogé l'autre sœur, qui a confirmé une grande partie des déclarations précédentes, elle a également mentionné qu'Isaiah avait regardé un morceau d'un film avant de s'endormir. Elle a précisé qu'il avait des égratignures ainsi que des ecchymoses sur le visage en raison d'une chute et qu'il s'était fracturé les genoux en tombant lors d'une tentative d'escalade. Le même jour, les agents du département de police de Bella Vista ont obtenu un mandat de perquisition pour la résidence de la famille Torres. À l'intérieur, ils ont découvert ce qui semblait être des éclaboussures de sang sur les murs, le sol, le plafond de la chambre principale ainsi que dans la salle de bain attenante. De plus, des éclaboussures de sang étaient visibles sur 2 haltères de 6 kg trouvés dans la salle de bain principale à côté de la baignoire. Un outil de poker de cheminée avec une poignée en forme de diamant a été découvert sur le sol près du lit de la chambre principale. Il est important de noter qu'Isaiah avait une blessure en forme de diamant sur l'abdomen. Ça commence à faire quand même beaucoup. Des vomissements ont également été trouvés dans le lit, ainsi qu'un stéthoscope. Lors des entretiens suivants le 31 mars, Katie a déclaré au capitaine Tim Cook du service de police de Bella Vista qu'elle ne savait pas si son mari avait fait du mal à leur fils car elle n'était pas avec eux en permanence. Elle a d'ailleurs admis avoir vu, dans le passé, Maurizio battre Isaiah. Katie a révélé avoir vu son mari frapper leur fils avec une ceinture, une rallonge et même avec ses poings, reconnaissant avoir vu Isaiah saigner après certains de ces incidents. Elle a avoué qu'elle était consciente que c'était en partie de sa faute si elle n'avait pas tenté d'empêcher Maurizio de maltraiter leur fils. Elle a expliqué que lorsque son mari battait Isaiah avec une ceinture, il lui disait que s'il pleurait, il serait de nouveau frappé et que l'enfant devait apprendre à être un homme. Katie a affirmé que Maurizio utilisait du néosporin pour traiter les blessures d'Isaiah et a reconnu qu'elle le frappait aussi parfois avec une ceinture, mais selon elle, pas assez fort pour lui affliger des blessures graves. L'autopsie d'Isaiah réalisée le 31 mars par le docteur Stephen Erickson du bureau du médecin légiste de l'État de l'Arkansas a révélé que la cause préliminaire du décès était la péritonite aiguë. La péritonite est définie comme une inflammation de la muqueuse abdominale, souvent causée par une infection résultant d'une perforation intestinale ou d'une rupture de l'appendice. Dans le cas d'Isaiah, la péritonite avait été provoquée par l'insertion forcée d'un objet dur dans son rectum. Selon le docteur Erickson,
Ce traumatisme aurait eu lieu dans les 24 heures précédant la mort d'Isaiah. Il a également observé de multiples blessures causées par une force émoussée sur la tête, le torse et les membres du garçon, toutes à divers stades de guérison. Le docteur Erickson a conclu que la mort d'Isaiah résultait d'une violence chronique envers les enfants et que sa mort avait été un homicide. Le capitaine Cook a réinterrogé Cathy le 1er avril. Cette fois, elle a exprimé sa peur de son mari et a déclaré qu'elle n'aurait pas dû laisser sa peur contrôler sa vie. Elle a reconnu que Maurizio avait blessé Isaiah, ce qui avait conduit à la mort de leur fils. Malgré la connaissance des résultats de l'autopsie, Cathy a continué à nier avoir eu connaissance des abus sexuels subis par Isaiah. Elle a affirmé avoir vu son mari frapper leur fils pour la première fois vers janvier, après Noël, lorsque le petit garçon n'avait pas obéi. Le 3 avril, les agents du département de police de Bella Vista, en collaboration avec ceux du département de police de Bentonville, ont procédé à une fouille du camping-car de marque Captiva utilisé par la famille Torres. Une grande zone circulaire, qui semblait être du sang, a été découverte sur l'un des matelas. Ce matelas avait été retourné comme une façon de dissimuler la tache. De plus, plusieurs zones présentant des éclaboussures de sang ont été observées tout au long du camping-car. Lors d'un interrogatoire ultérieur le 7 avril 2015 avec le capitaine Cook, Maurizio a finalement révélé toutes les atrocités que son fils Isaiah avait endurées avant sa mort. Selon Maurizio, il avait surpris Isaiah en train de manger un gâteau qu'il n'avait pas été autorisé à prendre pendant le voyage du camping. D'habitude, la méthode de punition préférée de Maurizio était de donner une fessée au garçon et de le forcer à faire des exercices de sport. Cependant, selon ses dires, cette méthode n'avait pas été efficace. En conséquence, Maurizio avait décidé que la punition appropriée serait de forcer un gros bâton à l'intérieur du rectum d'Isaiah et de le contraindre à faire des squats dans un coin. Oui, c'est vraiment horrible comme punition, ce n'est même pas une punition, à ce stade c'est de la torture, c'est de la maltraitance. Je ne sais pas à quel moment est-ce que ça peut venir dans la tête d'un parent ou d'un quelconque être humain que de vouloir mettre un bout de bois dans les fesses d'un enfant, même d'un adulte, de quiconque, de lui faire des squats en termes de punition. Le pire étant que Cathy, la mère de l'enfant, était présente et avait tout observé. Lorsque l'enfant ne s'accroupissait pas assez rapidement à son goût, elle avait forcé son corps contre le bâton. Maurizio a montré au capitaine Cook comment Isaiah exécutait les squats et a commencé à rire en parlant, expliquant qu'il trouvait son fils mignon malgré toute la torture infligée. C'est vraiment impensable et visiblement ses parents étaient complètement à côté de la plaque. Malgré que leur enfant soit mort et malgré qu'il soit face à des policiers, ils doivent bien pourtant se rendre compte des conséquences qu'il va y avoir. Ils arrivent à rire et à trouver que c'était plutôt mignon. Lorsque le capitaine Cook a expliqué à Maurizio que ses actions constituaient un homicide, ce dernier s'est empressé de souligner que Cathy était tout aussi responsable que lui. Il a même imputé une partie de la responsabilité à ces jeunes filles, affirmant que Cathy et les filles battaient souvent Isaiah et qu'il essayait d'intervenir lorsqu'il était présent. En réponse à une question sur la blessure à la tête d'Isaiah, Maurizio a prétendu que le garçon avait rasé son propre cuir chevelu. Fort heureusement, et vous vous en doutez, Maurizio et Cathy Torres ont alors été arrêtés et accusés des crimes suivants: homicide au premier degré, batterie au premier degré et abus sexuels. Lors du procès, Cathy a maintenu qu'elle n'était pas responsable des blessures d'Isaiah. Et même lorsqu'on lui a montré des photos d'autopsie, elle a affirmé qu'elle ignorait tout des blessures. Malgré ces dénégations, Kathleen Torres a plaidé coupable des accusations d'homicide et de batterie dans le cadre d'un accord visant à éviter la peine de mort. Actuellement, elle purge une peine de réclusion en perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cathy a expliqué qu'elle avait accepté l'accord parce qu'elle considérait la peine de mort comme une forme de suicide, ce qui, selon elle, était moralement répréhensible. Lors du procès, Madison, la sœur d'Isaiah, âgée de 9 ans au moment du procès, a témoigné contre son père. Elle a raconté que son frère avait été forcé de dormir dans une cage chaque nuit
et à au moins une occasion dans un bac de recyclage dans la salle de bain. Elle a également indiqué au jury que son père a arraché les dents d'Isaiah avec une pince lorsqu'il avait découvert que le garçon parlait mal de lui. Madison a décrit d'autres punitions infligées par Maurizio, comme frapper Isaiah avec un bâton ou un câble électrique, ainsi que l'obligation de porter des poids sur ses épaules. Parfois, Maurizio forçait même sa sœur Madison à frapper son frère Isaiah avec un bâton. Madison a expliqué qu'elle se conformait aux exigences de son père par crainte des répercussions si jamais elle n'obéissait pas. Elle voyait bien toutes les sévices que son petit frère subissait, donc pour elle, il était évident qu'elle a cédé. Ce n'était après tout qu'une enfant. Imaginez-vous, à l'âge de 6 ans, je pense que la plupart d'entre nous auraient fait exactement la même chose. Cette dernière a précisé qu'Isaiah n'était pas autorisé à manger avec elle ou encore avec sa sœur. Il se voyait limité à du beurre de cacahuète, du riz ainsi que des haricots. Madison a également raconté au jury que son père forçait Isaiah à boire son urine et à manger ses excréments. Parfois, Maurizio urinait dans un seau, il plongeait les sous-vêtements d'Isaiah et forçait son fils à les porter sur sa tête dans la maison. De plus, l'enfant devait uniquement prendre des douches froides. Elle a décrit un incident où un de ses parents, dont elle ne se souvenait pas, avait versé de l'eau de javel sur Isaiah, entraînant son admission à l'hôpital pour enfants de Little Rock pour des brûlures au 2e degré. En réponse à une question du procureur Nathan Smith sur les événements du jour précédant la mort d'Isaiah, elle a indiqué qu'il campait dans le Missouri et qu'elle avait vu Isaiah sous la douche avec les mains et les jambes attachées avec des lacets, sans vêtements. Madison a aussi rapporté que, avant le retour à Bella Vista, son père avait ordonné à Isaiah de monter dans le camping-car. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu que son frère avait un bâton inséré dans son rectum. À leur arrivée à la maison, Isaiah ne pouvait même pas sortir de la voiture. Quelques heures plus tard, il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé. Le docteur Erickson a affirmé que le garçon présentait plusieurs blessures et cicatrices non traitées à des endroits inhabituels qu'il ne pouvait pas expliquer. Il a aussi indiqué que les dents d'Isaiah avaient été assommées et que son nez avait été déformé par une fracture non soignée. Le docteur Erickson a compté plus de 60 blessures sur le dos d'Isaiah, formant des motifs en U ressemblant à des marques de fouet, ainsi que des lacérations sur ses genoux et plus de 30 cicatrices sur sa tête. Les autres enfants du couple ont également témoigné, les enfants que chacun avait de leur côté. Certains ont allégué des abus sexuels et d'autres ont dit qu'ils avaient été battus et frappés à plusieurs reprises et d'autres ont dit avoir subi les 2 formes de mauvais traitements. 2 des enfants, Quentin et Nicolas, purgeaient également une période derrière les barreaux. Quentin pour effraction et entrée, vol de biens et batterie d'un détenu, et Nicolas purgeait des peines pour trafic de drogue et possession d'une arme à feu pour crime. Maurizio aurait forcé les 2 garçons à effectuer des actes obscènes l'un sur l'autre pendant qu'ils le regardaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Il aimait aussi les enfermer dans une pièce ensemble et les forcer à se battre les uns contre les autres. Selon des sources d'informations, après la mort d'Isaiah, des informations ont été révélées selon lesquelles Maurizio et Cathy avaient eu au moins 6 enfants retirés de leur maison au début des années 2000. À l'époque, le couple vivait à Jonesboro. Le département des services sociaux de l'Arkansas a enquêté sur de multiples rapports de mauvais traitements infligés aux enfants avant que les 6 enfants ne soient finalement adoptés par d'autres familles vers 2005. Apparemment, Maurizio et Cathy ont déménagé à travers l'État peu après la fin de leurs droits parentaux et ont alors tout recommencé. L'accusation a demandé la peine de mort pour Maurizio, suite à quoi, en novembre 2016, il a été reconnu coupable de la mort d'Isaiah. Le jury a donc accepté la recommandation de l'accusation. Il a été condamné à mort, mais malheureusement ça ne s'arrête pas là. Il y avait un problème. Sa condamnation a dû être annulée en 2019 par la Cour suprême de l'Arkansas, invoquant que l'abus sexuel ne pouvait pas être utilisé comme base pour demander une condamnation pour la peine capitale. L'équipe de défense de Maurizio a fait valoir qu'il n'y avait aucun moyen qu'il aurait pu savoir que son fils allait mourir et, en tant que tel, a recommandé une accusation d'homicide involontaire coupable. Son nouveau procès a eu lieu en mars 2020, mais heureusement, rien n'a changé, il a toujours été reconnu coupable d'homicide et de violence une fois de plus. Mais là encore, il y a eu un appel qui est passé et en février 2023,
Un jury a déclaré Mauricio Alejandro Torres coupable pour la 3e fois d'accusations d'homicide capital et de batterie au premier degré. Cette fois, il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il est actuellement en prison en train de purger sa peine dans l'est de l'Arkansas. À la suite de la mort d'Isaiah, ses 2 sœurs, Madison et Mackenzie, ont été placées sous la garde de la protection de l'enfance avant d'être adoptées. En écoutant l'histoire tragique d'Isaiah Maurice Torres, on ne peut s'empêcher de se demander comment un tel drame a pu se produire. Ce jeune garçon innocent et vulnérable aurait dû être protégé par ceux qui étaient censés l'aimer le plus au monde, ses parents. Et pourtant, il a subi des blessures mais qui sont vraiment inimaginables. Je crois que de toutes les affaires qu'on a pu traiter, c'est l'une des pires concernant les maltraitances d'enfants, et ce sont des maltraitances qui lui ont finalement coûté sa vie. L'histoire d'Isaiah nous rappelle à quel point la maltraitance infantile peut être insidieuse et destructrice. Elle met en lumière le silence qui entoure souvent ces drames. Un silence qui, s'il n'est pas brisé, peut avoir des conséquences fatales. Cette affaire souligne l'importance pour chacun d'entre nous de rester vigilant, de ne pas détourner le regard lorsque nous percevons des signes de maltraitance ou encore de négligence envers un enfant. Chaque enfant ou adolescent mérite de grandir dans un environnement sûr, rempli d'amour et de soutien. Malheureusement, comme vous le voyez, ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi il est essentiel de renforcer les systèmes de protection de l'enfance qui sont souvent bien longs, assez à la ramasse. Il arrive souvent que on voit dans des affaires que les services sociaux ont été contactés à de multiples reprises, mais que rien n'a jamais été fait avant qu'un tel drame ne se produise. Il est important de soutenir les familles en difficulté et surtout de sensibiliser la société aux signes avant-coureurs de la maltraitance. Mais au-delà des structures officielles, nous avons également tous un rôle à jouer. En tant que voisins, amis, enseignants ou simples citoyens, nous devons être prêts à agir pour protéger les enfants qui sont autour de nous. Parfois, ne l'oubliez jamais, un simple coup de téléphone, une intervention, peut suffire à sauver une vie. La tragédie d'Isaiah nous oblige à réfléchir profondément sur la responsabilité collective que nous avons envers les plus jeunes et les plus vulnérables d'entre nous. Nous ne pouvons pas changer le passé, ça c'est sûr, c'est un fait, et malheureusement j'imagine que par la suite on en verra encore d'autres, des enfants qui sont maltraités et qui meurent de ces maltraitances, mais nous pouvons agir pour prévenir de telles horreurs à l'avenir et faire du mieux que possible. Protéger les enfants, c'est protéger également notre avenir commun. Leur offrir un environnement sain et sécurisé est le devoir de toute société qui aspire à la justice et à la compassion. En mémoire d'Isaiah et de tous les enfants qui ont souffert de maltraitance, que ce soit dans le silence ou sous les projecteurs, il faut s'engager à ne plus jamais laisser un tel drame se produire sans intervention. Que son histoire soit alors un appel à la vigilance, à l'action et à la protection de chaque enfant, partout et tout le temps. La prévention de la maltraitance infantile est un enjeu crucial et ce, dans chaque pays. De ce fait, pour ceux qui pourraient éventuellement être confrontés à ce genre de situation, que ce soit maintenant ou par la suite, que ce soit pour protéger votre neveu, votre voisine, un enfant que vous côtoyez, un frère, une sœur, un cousin, voici comment prévenir ces drames en France, en Belgique et en Suisse avec les numéros à contacter et les associations qui peuvent offrir de l'aide. C'est tout pour l'affaire de Maurice Isaiah Torres et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous et surtout qu'elle ne vous a pas trop bouleversé tant les détails de cette affaire peuvent parfois être choquants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir concernant cette affaire dans les commentaires, c'est toujours avec un plaisir qu'on vous lit, même si parfois nous mettons un petit peu de temps à vous répondre. Désolé. Ben Smart, un jeune homme de 21 ans, et Olivia Hope, âgée de 17 ans, entretenaient une amitié profonde et de longue date, bien que leur relation ait évolué au fil du temps. Malgré ça, ils sont restés très proches. À l'approche du réveillon du Nouvel An, en 1997, ils ont décidé de célébrer ensemble cette occasion spéciale au Furneaux Lodge, niché à l'entrée des Marlborough Sounds, un véritable joyau de nature néo-zélandaise où vallées verdoyantes et îles parsemées se mêlent harmonieusement aux eaux claires de la mer.
La Nouvelle-Zélande est un pays insulaire situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, composé de 2 grandes îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud, ainsi que de nombreuses petites îles alentour. Connue pour ses paysages naturels époustouflants, elle abrite des montagnes majestueuses, des plages magnifiques et des forêts luxuriantes. Sa capitale est Wellington, tandis que sa plus grande ville est Auckland. La culture néo-zélandaise est un mélange unique d'influences européennes et maoris, ces dernières étant les populations autochtones du pays. La Nouvelle-Zélande est également célèbre pour sa biodiversité unique et ses efforts de conservation, ainsi que pour son engagement envers les énergies renouvelables et la durabilité environnementale. Le lodge où les 2 jeunes personnes avaient décidé de passer Nouvel An est assez isolé et est accessible que par bateau. Et les jeunes amis ont prévu de passer la nuit sur un yacht qu'ils avaient réservé pour l'occasion. À cette époque de leur vie, Ben cherchait encore sa voie professionnelle, tandis qu'Olivia, qui était un petit peu plus jeune, fraîchement diplômée du lycée, se préparait à poursuivre ses études à l'université d'Otago grâce à une bourse universitaire. L'atmosphère de la soirée du réveillon était électrique, promettant une année nouvelle remplie de promesses. L'événement, qui avait attiré plus de 1500 personnes, était le point culminant de la saison. Même après le passage à minuit, la fête battait son plein, rythmée par des rires, des conversations animées et une abondance de boissons qui ont coulé à flot jusqu'aux premières lueurs du jour. L'épuisement a tout de même fini par les rattraper aux alentours de 4 heures du matin. Alors ils se sont dirigés vers le yacht Tamarack où ils avaient réservé leur couchette. Malheureusement, une fois sur place, ils ont découvert que d'autres fêtards avaient déjà pris leur place. Avec très peu d'options disponibles à cette heure avancée de la nuit, ils sont montés à bord d'un bateau-taxi piloté par Guy Wallace, un barman du lodge. Le taxi transportait déjà 3 autres passagers, 2 femmes et un homme qui semblait être seul. Face à cette situation, l'homme inconnu leur a généreusement offert de partager l'espace sur son propre yacht pour la nuit. Bien que réticents au départ, Ben et Olivia ont accepté l'offre, ne voyant pas d'autre alternative sûre à ce moment-là. Selon le témoignage de Guy, il a déposé Ben, Olivia et l'homme inconnu sur le yacht de ce dernier avant de ramener les 2 femmes à leur bateau. Malheureusement, c'est la dernière fois que Ben et Olivia ont été vus ensemble. En fin de matinée, ce 1er janvier 1998, une anxiété grandissante et un choc indicible ont envahi les familles de Ben et Olivia lorsqu'elles ont réalisé que les 2 jeunes gens avaient disparu sans laisser de traces depuis cette nuit au Furneaux Lodge. Les recherches et l'enquête qui ont suivi ont captivé l'attention du pays tout entier, tandis que des questions persistantes tournoyaient autour des circonstances mystérieuses de leur disparition. Les parents ont décidé de consacrer l'après-midi à interroger leurs amis présents à la fête, espérant retrouver les derniers endroits où Ben et Olivia avaient été aperçus. Étant donné l'ampleur de la célébration, il était plausible qu'ils se soient simplement égarés en raison d'une gueule de bois. Le 2 janvier est arrivé, toujours sans signe de Ben ou d'Olivia, incitant leurs parents à signaler leur disparition à la police. Cette absence était hautement inhabituelle pour eux, ne correspondant pas à leur comportement habituel de rester en contact avec leur famille. Les autorités ont rapidement pris cette disparition au sérieux, heureusement, suspectant qu'il pourrait, pourquoi pas, s'agir d'un homicide. L'enquête, surnommée Opération Tam, en référence au yacht Tamarack, où les jeunes avaient initialement prévu de passer la nuit, a alors été lancée. Les recherches ont débuté dans les eaux environnantes à la recherche de tout indice, dans l'éventualité où ils auraient pu accidentellement tomber à l'eau, mais rien n'a été découvert. Les enquêteurs se sont retrouvés face à une tâche monumentale, interroger plus de 1500 personnes présentes à la fête afin de recueillir des témoignages précieux susceptibles d'éclaircir les circonstances de cette disparition mystérieuse. Parmi les témoins, Guy Wallace, le barman du lodge qui avait conduit le bateau-taxi cette nuit-là, s'est révélé être l'une des dernières personnes à avoir vu le jeune couple. 2 autres passagers du bateau-taxi ont été rapidement identifiés et interrogés, mais l'homme qui avait offert à Ben et Olivia de passer la nuit sur son yacht est resté encore inconnu. Guy a décrit le yacht comme un ketch en bois à 2 mâts, mesurant environ 12 mètres de long avec une bande bleue le long de la coque, une description confirmée par un autre témoin présent sur le bateau-taxi. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ketch, je vous mets une petite photo à l'écran. Quant à l'homme mystérieux,
Il a été décrit comme désordonné, avec une barbe de 2 jours et une taille d'environ 1,75 m. Ses cheveux courts et ondulés étaient sombres, il semblait avoir des tatouages sur ses bras et portait ce soir-là une chemise Levi's. Cette enquête intensive avait pour but de reconstituer les événements de cette nuit fatidique et surtout d'identifier toute personne ayant potentiellement des informations cruciales afin de résoudre cette énigme troublante. Chaque détail devait être minutieusement examiné et croisé avec les déclarations des témoins pour comprendre pourquoi Ben et Olivia avaient disparu après cette soirée du Nouvel An. L'hypothèse selon laquelle ils auraient pu tomber accidentellement par-dessus bord ne suffisait pas à expliquer leur disparition, surtout compte tenu du manque de preuves matérielles. La communauté était en émoi, avec une pression accrue sur la police pour trouver des réponses et apaiser ses familles anxieuses. La perspective d'un homicide avait commencé à s'imposer, alimentée par l'absence prolongée de tout signe de vie de Ben et Olivia et par les détails intrigants entourant leur dernière nuit connue. Chaque détail, aussi infime soit-il, était crucial pour reconstituer les heures précédant leur disparition et comprendre qui pourrait avoir été impliqué. Les médias ont rapporté quotidiennement les développements de l'enquête, maintenant baptisée du nom du yacht où tout avait commencé. Chaque élément de cette histoire poignante et mystérieuse attirait l'attention nationale, alimentant les spéculations et les théories sur ce qui avait bien pu arriver à ces jeunes gens prometteurs, dont la vie avait pris un tournant tragique lors de cette nuit de célébration et de mystère. Les enquêteurs semblaient cibler un homme en particulier, celui qu'ils estimaient être l'étranger qui avait offert son yacht à Ben et Olivia. L'homme, un individu local nommé Scott Watson, dont le passé judiciaire était assez chargé. Ces infractions, je vous rassure, principalement mineures, avaient été commises durant son adolescence. Son dossier révélait des accusations de vol, de possession de cannabis et d'une agression qu'il avait pendant plusieurs années mis derrière les barreaux. Malgré ça, Scott avait affirmé avoir réorienté sa vie et assaini son casier judiciaire. 8 années s'étaient écoulées depuis sa libération de prison et il prétendait avoir tiré des leçons de son passé tumultueux. Néanmoins, la promptitude de son implication dans l'enquête soulevait des questions. Nous ne pouvions que spéculer sur les raisons pour lesquelles il avait été identifié si tôt, car aucune des descriptions des témoins ne semblait concorder parfaitement avec lui. Scott Watson possédait bien un yacht, c'est vrai, il s'appelait le Blade, amarré dans les Marlborough Sounds cette nuit-là, certes. Cependant, contrairement au ketch à 2 mâts décrit par Guy et un autre témoin dans le bateau taxi, le Blade était un voilier à 1 mât, sans la bande bleue mentionnée sur l'autre navire. Plusieurs témoins avaient affirmé avoir vu ce ketch à 2 mâts ancré ce soir-là, mais les autorités semblaient douter de sa présence pour une raison inconnue. Plus tard, un ancien officier impliqué dans l'affaire a révélé avoir reçu des instructions à ne pas tenir compte des observations rapportant un ketch à 2 mâts. Apparemment, les autorités n'étaient tout simplement pas intéressées et ne croyaient pas en son existence. Il y avait également d'autres divergences. Scott Watson était décrit comme un homme propre sur lui, tandis que l'homme étrange dans le bateau taxi avait été décrit comme un homme négligé. De plus, Scott était notablement plus petit que la taille déclarée de l'étranger mystérieux. Pourtant, malgré ces différences, les enquêteurs semblaient convaincus que Scott Watson était leur principal suspect. Dans leurs efforts pour étayer cette théorie, ils ont montré à Guy une série de photographies, y compris une photo de Scott Watson où ses yeux semblaient à moitié fermés, lui donnant une apparence d'homme fatigué. Cette fameuse photo fatiguée est devenue un point de discorde majeur car elle ne reflétait pas du tout fidèlement l'apparence habituelle de Scott Watson. Lors de cette confrontation visuelle, Guy a identifié l'homme sur la photo fatigué comme ressemblant à celui qu'il avait vu sur la photo, tout en notant que les cheveux de l'individu sur la photo étaient courts et soigneusement coiffés, tandis que l'homme dans le bateau taxi avait les cheveux plus longs et surtout en désordre. Pourtant, malgré les divergences évidentes, ces éléments ont été suffisants pour que la police obtienne un mandat de perquisition à la fois pour le bateau de Scott Watson, le Blade, et pour toutes ses propriétés familiales. Pour ceux qui connaissaient bien Scott Watson ainsi que sa famille, l'enquête semblait être une tentative désespérée pour faire coller des éléments qui ne s'assemblaient tout simplement pas ensemble.
Les accusations portées contre les agents chargés de l'affaire étaient graves. Surveillance illégale de Scott et de sa famille, y compris l'écoute des lignes téléphoniques et du foyer familial Watson, sans les autorisations requises. En outre, ils avaient utilisé la petite amie de Scott à l'époque pour essayer d'obtenir des informations en enregistrant plus de 70 heures de conversations téléphoniques où Scott n'avait absolument rien dit d'incriminant. Le scandale le plus déplorable était sans doute les rumeurs abjectes qui ont commencé à circuler dans la communauté, suggérant faussement que Scott Watson entretenait une relation incestueuse avec sa propre sœur. 5 mois après la tragique disparition de Ben Smart et Olivia Hope en juin 1998, Scott Watson a été arrêté pour leur meurtre. Cependant, son procès n'a débuté qu'1 an plus tard et s'est étendu sur une période totale de 11 semaines, au cours desquelles plus de 500 témoins ont été appelés à la barre. L'accusation a avancé que Scott Watson avait ciblé Olivia et l'avait attirée, ainsi que Ben, à bord de son bateau, le Blade, où il les aurait tués avant de se débarrasser de leur corps. Cette théorie était évidemment très controversée, car le Blade ne correspondait pas à la description du ketch à 2 mâts vu pour la dernière fois avec l'homme mystérieux dans le bateau-taxi de Guy. Malgré ça, c'est l'histoire que l'accusation a présentée au jury. Un autre élément crucial était le témoignage d'un chauffeur de bateau-taxi qui affirmait avoir déposé Scott Watson sur son bateau, le Blade, entre 2h et 4h du matin cette nuit-là. À ce moment-là, Ben et Olivia avaient été vus embarquer sur un yacht avec l'homme mystérieux dans le bateau-taxi de Guy vers 4h du matin. Ce récit était corroboré par des témoignages de personnes sur des bateaux voisins qui avaient été réveillés par le retour bruyant et ivre de Scott sur le Blade, manifestement désireux de prolonger la nuit. Ces événements ont donc marqué le début d'une saga judiciaire complexe et émotionnellement éprouvante qui allait non seulement bouleverser les vies des familles de Ben et Olivia, les 2 victimes, mais aussi diviser profondément une communauté déjà bien secouée par cette tragédie. Scott Watson maintenait qu'après son retour sur son bateau, il s'était simplement couché pour la nuit. Cependant, l'accusation avançait une théorie bien différente, soutenant que Scott était finalement retourné à terre et avait pris un bateau-taxi conduit par Guy où il aurait rencontré Ben Smart et Olivia Hope. Visiblement, ils étaient tellement déterminés à ce que ce soit lui le coupable qu'ils étaient capables de lui inventer toutes les vies possibles et inimaginables pour que les faits concordent avec leur version des faits. Malgré l'absence de preuves tangibles et le fait qu'aucun chauffeur de bateau-taxi ne se soit avancé pour confirmer l'avoir transporté pour le ramener sur la terre, l'accusation argumentait que la manière dont Scott était revenu à terre finalement importait peu. L'important était qu'il était retourné, et surtout que ça rentre dans leur théorie fumeuse. En termes de preuves, l'accusation avait mis en avant une série de photos lors du procès, notamment la photo de Scott Watson où ses yeux semblaient à moitié fermés. Ils ont affirmé que Guy avait identifié de manière positive Scott comme étant l'homme qu'il avait déposé avec Ben et Olivia. Cependant, après la conclusion du procès, Guy lui-même avait fait marche arrière, accusant la police de l'avoir induit en erreur, exprimant désormais sa conviction en l'innocence de Scott Watson. Malgré quelques similitudes superficielles comme la position des yeux sur la photo, les autres traits distinctifs tels que la chevelure, la taille et la stature différaient complètement de l'homme mystérieux décrit par d'autres témoins. Une autre témoin clé, une employée de la Lodge, avait également initialement identifié Scott Watson à partir de cette série de photos, mais s'était plus tard rétractée, allant jusqu'à signer un affidavit affirmant qu'elle s'était trompée dans son identification. Les éléments de preuve présentés en procès comprenaient également des poils humains prélevés sur une couverture trouvée à bord du bateau de Scott Watson. Cependant, la gestion de ces preuves avait été l'objet de controverses majeures. Initialement, environ 400 poils courts et noirs avaient été découverts sur la couverture, aucun d'entre eux ne correspondant aux longs cheveux blonds d'Olivia. Plus tard, lors des analyses en laboratoire, 2 cheveux longs blonds avaient été découverts et identifiés finalement comme appartenant à Olivia. Cependant, la défense avait souligné de sérieux problèmes concernant la manière dont ces échantillons avaient été collectés et surtout stockés, suggérant qu'une contamination croisée était possible. Les avocats de la défense avaient argumenté que les cheveux d'Olivia pourraient facilement avoir été mélangés avec les autres poils récupérés sur la couverture en raison de la façon dont les échantillons avaient été manipulés. De plus,
Il avait été révélé qu'il y avait un trou d'environ 1 cm dans le sac de preuves contenant les cheveux d'Olivia, ce qui aurait pu permettre aux cheveux de tomber sur la couverture, augmentant encore plus le risque de contamination. En dehors de ces éléments de preuve discutés, aucune autre trace incriminante reliant directement Scott Watson à Olivia Hope ou encore Ben Smart n'avait été trouvée à bord de son bateau ou même ailleurs. L'accusation avait également en possession des photos montrant des marques de rayures sur le caoutchouc mousse trouvées à l'intérieur d'une trappe sur le bateau de Scott Watson. Ces images de rayures ont été présentées comme une preuve cruciale dans cette affaire. On pouvait alors imaginer la pauvre Olivia essayant désespérément de gratter la trappe pour tenter de s'échapper, une pensée terrifiante envisagée. Toutefois, la réalité était tout autre. Les marques de rayures étaient situées sur des parties de la mousse qui n'étaient accessibles que lorsque la trappe était ouverte et non fermée. Il n'aurait pas été nécessaire de créer ces marques si la trappe était ouverte, rendant l'idée qu'elles étaient causées par Olivia tentant de s'échapper tout simplement incohérente. Scott Watson a affirmé que les marques de rayures avaient en fait été causées par ses jeunes nièces qui jouaient innocemment sur le bateau. Rien de bien méchant. En plus de ces éléments, il y avait les déclarations troublantes faites par 2 informateurs de prison. À l'époque du procès en 1999, ces témoignages avaient été traités par l'accusation comme extrêmement crédibles, malgré les graves problèmes éthiques qu'ils posaient. Les 2 informateurs avaient témoigné avoir rencontré Scott Watson en prison, où il leur aurait avoué avoir tué Ben Smart et Olivia Hope. Cependant, après la conclusion du procès, le premier informateur s'était rétracté, admettant qu'il avait menti. Il avait révélé que sa vie était menacée par d'autres détenus et qu'il espérait que faire de fausses déclarations pourrait lui permettre de sortir de prison plus tôt que prévu, lui sauvant alors potentiellement la vie. Le deuxième informateur avait également plus tard admis qu'il ne connaissait que très peu Scott Watson, malgré avoir prétendu sur le stand avoir une relation profonde avec l'homme. Il a également confessé qu'il avait été récompensé par la police avec une voiture et un téléphone portable pour son témoignage, ce qui soulevait encore une fois de sérieuses questions sur sa crédibilité. Ainsi, après l'examen minutieux des faits, il était clair que les déclarations des 2 informateurs ne pouvaient pas être considérées comme fiables. Malheureusement, cette révélation n'était survenue qu'après la fin du procès et le verdict, soulignant les défis et les imperfections du système judiciaire dans cette affaire déjà bien complexe et controversée. Malgré les incertitudes et les nombreux éléments en sa défaveur, en septembre 1999, le jury a déclaré Scott Watson coupable des meurtres de Ben Smart et Olivia Hope. Il a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 17 ans de prison avant d'être éligible pour une libération conditionnelle. Scott Watson a toujours clamé son innocence et lorsque le verdict de culpabilité a été prononcé, il a déclaré au jury « Vous avez tous tort ». Depuis lors, l'homme a tenté à plusieurs reprises de faire annuler sa condamnation, affirmant qu'il n'avait jamais rencontré Ben ou Olivia cette nuit-là. La controverse et les débats autour de cette affaire continuent de susciter des questions sur la justice et la fiabilité des preuves présentées lors du procès. En avril et mai 2000, l'équipe de défense de Scott a porté son affaire devant la cour d'appel. Mais aucun nouveau procès n'a été recommandé faute de nouvelles preuves présentées. En 2003, malgré le transfert de son cas au conseil privé, aucun motif d'appel n'a été identifié. En 2009, sa demande de grâce royale auprès du gouverneur général a été rejetée. En 2010, le journaliste Keith Hunter et le père de Scott, Chris Watson, ont déposé une plainte auprès de l'Independent Police Conduct Authority au sujet de la conduite de la police dans l'affaire. La plainte alléguait que le chef de l'enquête, l'inspecteur Rob Pope, a ignoré les preuves pertinentes, a répandu des rumeurs sur Scott Watson et sa famille, a prêté serment de fausses déclarations pour obtenir des mandats de perquisition et que la police a acheté ou fait pression sur 2 prisonniers pour qu'ils disent des mensonges au tribunal et qu'ils ont délibérément ou accidentellement condamné les échantillons de cheveux trouvés dans le bateau de Scott. Le rapport était très critique à l'égard des aspects de l'enquête, dirigé par l'actuel sous-commissaire Rob Pope. Il affirme que les montages photographiques utilisés par la police ont enfreint tant de règles
qu'ils ont exposé l'intégrité de l'enquête à des critiques justifiables et à l'inférence sur l'intention et la motivation. Il indique également que la police n'a pas réussi à poursuivre les pistes pour trouver le mystérieux Ketch vu par de nombreux témoins, y compris certains témoins qui croient avoir vu une femme qui pourrait être Olivia Hope à bord. Le chef de l'IPCA, le juge Lowell Goddard, a déclaré qu'il s'agissait d'une enquête difficile et que certaines actions de la police étaient en deçà des meilleures pratiques et avaient le potentiel d'influencer les témoins. En 2015, Scott a été jugé éligible pour une libération conditionnelle, mais celle-ci lui a été refusée après un test de dépistage de drogue, le considérant alors comme un risque très élevé de récidive violente s'il était libéré de prison. Cette décision a été répétée à 4 reprises lors de demandes subséquentes de libération conditionnelle. En 2016, Scott Watson a eu l'opportunité de rencontrer en personne Gerald Hope, le père d'Olivia, exprimant ses préoccupations quant à la conduite de l'enquête sur la disparition de sa fille. Gerald a toujours douté que toute la vérité sur les événements du jour de l'an ait été révélée. L'année suivante, en 2017, une deuxième demande de grâce royale a été déposée, mais la demande a été à nouveau rejetée. Cependant, en juin 2020, l'affaire de Scott Watson a été renvoyée à la cour d'appel, mettant une fois de plus l'accent sur la fiabilité des tests capillaires utilisés comme preuve cruciale. Son appel a eu lieu quelques mois plus tard lors d'une audience de 5 jours. Scott n'a pas demandé un nouveau procès, considérant qu'aucune nouvelle preuve n'avait été découverte et que les éléments de preuve initiaux auraient dû être rejetés en raison de possibles contaminations. De manière tragique, l'un des témoins clés de l'accusation, Guy Wallace, le chauffeur de bateau-taxi, n'est plus en vie pour témoigner. Ce dernier s'est suicidé en mars 2021, peu de temps avant de comparaître pour des accusations d'agression sexuelle sur une adolescente. Guy a été accusé d'avoir touché les seins de cette dernière quand elle avait 13 ans, de mettre un vibromasseur sur son haut quand elle avait 15 ans et de toucher à nouveau ses seins quand elle n'avait que 15 ans. Guy a vivement contesté les accusations portées contre lui dans sa note de suicide, affirmant qu'il avait en plus de ça été poussé par une pression intense de la part de la police pour incriminer Scott Watson, même s'il ne croyait pas que celui-ci était l'homme qu'il avait vu cette nuit-là en compagnie de Ben et d'Olivia sur son bateau. Il a décrit ses craintes que, si jamais il ne pointait pas Scott Watson du doigt, les autorités policières ne se retournent contre lui, l'accusant à tort du crime simplement pour résoudre l'affaire. Scott Watson, qui a maintenant 55 ans, a vécu une existence marquée par la lutte incessante pour blanchir son nom. Ayant passé la moitié de sa vie derrière les barreaux, il continue de se battre pour obtenir justice et prouver son innocence. En mai 2022, la Cour a également convenu que lors de l'audience, Scott aurait été autorisé à contester la validité de la preuve controversée du témoin oculaire, donc liée à la fameuse photo de lui, et à déterminer si elle avait été obtenue correctement et aurait dû être présentée au jury lors de son procès. En août 2022, l'appel de ce dernier a été reporté à 2023. Le 8 mars 2023, l'audience d'appel a de nouveau été reportée, cette fois-ci en 2024. L'audience de Scott à la cour d'appel a commencé le 10 juin 2024. Ce jour-là, la défense de l'accusé a affirmé que les preuves des témoins oculaires utilisées lors du procès pour meurtre n'étaient pas fiables et que leur admission en tant que preuve avait conduit à une erreur judiciaire. Les experts de la défense en matière d'identification des témoins oculaires, Gary L. Wells et Adele Kigley McBride, ont soutenu que le passager du bateau-taxi avait mal identifié Scott Watson, comme l'homme se trouvant dans le bateau-taxi avec Ben et Olivia, sous l'influence de signaux verbaux et non-verbaux de la part de la police. L'avocat de la couronne, Stuart Baker, a indiqué qu'il était trompeur de ne pas inclure l'aveu du passager, selon lequel il n'avait vu le propriétaire du yacht mystérieux que de dos dans le rapport de police. La défense a également avancé que la médiatisation du visage de Scott, avant même son arrestation pour les meurtres, avait largement pu influencer les descriptions du suspect par les témoins oculaires. Le 11 juin, les médecins légistes en charge de l'affaire, ils étaient 2, ont souligné des problèmes de contamination et de transfert concernant les 2 cheveux liés à Olivia Hope, retrouvés sur une couverture dans le yacht de Scott. Pendant le procès,
la couronne avait utilisé cette preuve pour placer Olivia sur le bateau de Scott, alors qu'il y a de grandes chances que cette dernière n'ait jamais mis les pieds sur ce dernier. L'avocat de Scott, Nick Chisnell, a également interrogé le médecin légiste Suzanne Wintiner, qui avait témoigné lors du procès de 1999 sur la fiabilité des preuves ADN capillaires. Le 12 juin 2024, les avocats de Scott ont poursuivi leur contestation de la fiabilité des preuves médico-légales retrouvées sur le yacht de ce dernier. De leur argument de clôture, ces avocats ont réitéré les appels à l'annulation de la condamnation sans nouveau procès. L'avocate de la couronne, Madeleine Larassi, a soutenu que la spéculation ou les nouvelles possibilités ne constituaient pas des preuves convaincantes. Elle a défendu les preuves présentées par la couronne lors du procès de 1998, affirmant que les arguments de la défense ne contestaient pas les preuves du procès. La juge Christine French a déclaré qu'il faudrait plusieurs mois à la cour d'appel pour parvenir à enfin prendre une décision. Alors que son audience d'appel vient de se conclure, la question de son avenir reste alors en suspens. Il est incertain s'il mourra en prison ou s'il aura l'opportunité d'une seconde chance dans la vie. Cette affaire tragique de la disparition de Ben Smart et Olivia Hope en 1998 a captivé l'attention de la Nouvelle-Zélande et du monde entier, non seulement en raison de la nature mystérieuse de leur disparition, mais aussi des controverses entourant la condamnation de Scott pour leur meurtre. L'un des aspects les plus déchirants de cette affaire est que les corps de Ben et Olivia n'ont jamais été retrouvés, privant leur famille de toute forme de clôture et empêchant une enquête complète sur la cause de leur disparition. Cette absence de preuves physiques directes a compliqué la tâche des enquêteurs et a potentiellement influencé la direction prise par l'enquête dès le début. Scott a toujours proclamé son innocence depuis le premier jour. Malgré ça, il a été condamné à la prison à perpétuité en 1999, principalement sur la base de preuves circonstancielles et de témoignages contestés. Les poils trouvés sur une couverture à bord du bateau ont été présentés comme une preuve cruciale, bien que leur fiabilité ait été sérieusement remise en question en raison de possibles contaminations et manipulations lors de la collecte et du stockage des échantillons. Les témoins clés, comme celui du chauffeur de bateau-taxi Guy Wallace, ont également été remis en question. Avant son suicide en 2021, Guy a déclaré avoir subi une pression intense de la part des policiers afin d'identifier Scott comme l'homme qu'il avait vu cette nuit-là, même s'il n'était pas convaincu de la culpabilité de ce dernier. Cela soulève des préoccupations sur la manière dont les témoignages ont été obtenus et utilisés pour soutenir l'accusation. Le traitement de cette affaire par les autorités semble avoir été marqué par une vision précoce sur Scott Watson comme étant suspect principal. Encore une fois d'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi, ce qui a potentiellement entravé une enquête plus approfondie et objective. Des témoignages non explorés et des pistes non suivies, comme les observations d'un autre bateau correspondant à la description donnée par les témoins, indiquent des lacunes significatives dans l'enquête initiale. Le rapport divulgué en 2016, qui suggère l'implication possible d'un Ketch dans des activités criminelles et la possibilité que Ben et Olivia aient été victimes de circonstances malheureuses liées à ce bateau, n'a pas été sérieusement considéré par la police. Ceci souligne un nouveau manque potentiel de volonté ou de capacité à explorer toutes les hypothèses et à rechercher la vérité sans aucun préjugé de leur part. En conclusion, l'affaire de Scott Watson illustre les défis complexes et les conséquences tragiques lorsque la justice semble plus déterminée à trouver un coupable qu'à découvrir la vérité complète. Alors que ce dernier continue de lutter corps et âme pour faire annuler sa condamnation, les questions persistantes sur la fiabilité des preuves et l'équité du processus judiciaire demeurent. La recherche de la vérité et de la justice pour Ben Smart et Olivia Hope mérite une enquête exhaustive et impartiale, afin que leur famille puisse un jour obtenir les réponses qu'elle mérite et que Scott Watson puisse un jour, si ce n'est pas lui l'assassin, revoir la lumière du jour en toute liberté. Et vous vous doutez bien qu'après une affaire aussi complexe, que je vais vous demander votre avis concernant cette dernière. Est-ce que vous pensez que Scott Watson est coupable ou non des meurtres de Ben et de Olivia? Personnellement, après avoir lu toute cette enquête, après avoir vu toutes les preuves qui prouvent que cette affaire a été largement bâclée par les policiers, je suis tenté de penser que Scott est bien loin d'être le coupable
de la disparition de ces deux derniers. Je pense que les policiers avaient juste envie de clôturer cette affaire le plus rapidement possible. Ils ont trouvé quelqu'un, un bouc émissaire, et ils ont tout mis sur son dos, peu importe si rien n'allait en sa direction. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas quelqu'un dans la police qui avait pourquoi pas un passé avec Scott Watson, ou un proche qui avait un passé avec, puisque, encore une fois, c'est très étonnant que dès le départ, les policiers ont considéré que c'était un suspect, alors que physiquement, il ne ressemble pas du tout à l'homme qui a été décrit, que son bateau n'a rien à voir avec le bateau qui a été décrit, et que même les voisins de son bateau cette nuit-là avaient dit qu'il l'avait entendu rentrer aux alentours de 2 heures du matin, tellement il avait fait du bruit. Aucun bateau-taxi n'a déclaré l'avoir ramené à terre pour qu'il puisse après prendre le bateau-taxi de Guy et rencontrer Ben et Olivia sur ce bateau. Et pourtant, les policiers ont tout mis en œuvre pour que leur version des faits concorde avec la disparition de ces deux jeunes personnes et que celui-ci puisse être condamné et que l'affaire soit enfin close. Je trouve ça complètement absurde que cette affaire soit passée de la sorte comme une lettre à la poste et que cet homme ait été condamné à une telle peine de prison, d'autant qu'en 2024, donc cette année, il y a un peu plus d'un mois de ça, il a de nouveau été jugé et que, encore une fois, non, on lui refuse la liberté puisqu'il refuse d'accepter que ce premier procès ait été mal fait, que les preuves qui ont été données, qui ne sont finalement même pas des preuves, n'auraient jamais dû être acceptées. Nous sommes plus de 20 ans après les faits et je pense que la moindre des choses aurait été de reconsidérer cette affaire de A à Z et que par le manque de preuves physiques contre l'homme, qu'il aurait dû être remis en liberté, en surveillance, certes, pourquoi pas, mais au moins qu'on puisse lui laisser la chance de retrouver une vie normale, puisque je pense sincèrement que cet homme n'a absolument rien à faire en prison. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Peut-être que certains d'entre vous pensent que Scott Watson est coupable et vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous voulez penser. Je suis encore une fois ouvert à tout débat dans les commentaires. Le 23 septembre 2023, une disparition inquiétante secoue Plaine, un petit village du Bas-Rhin. Lina, une adolescente de 15 ans, n'est plus joignable après avoir quitté son domicile du hameau de Champenay peu avant midi. Elle se rendait à la gare de Schirmeck pour prendre un train en direction de Strasbourg, où elle devait retrouver son petit ami. Cependant, elle n'arrive jamais à destination. 2 jours plus tard, le 25 septembre, le parquet de Saverne ouvre une enquête pour disparition inquiétante, confiée à la section de recherche de Strasbourg et au groupement de gendarmerie du Bas-Rhin. Les premières vérifications révèlent que Lina n'est jamais montée dans le train. La procureure de la République de Saverne indique que l'adolescente n'avait pas de passé de fugue selon les premières auditions. C'était donc très étrange qu'elle soit totalement disparue de cette manière. Depuis le 23 septembre, les battues et recherches citoyennes se succèdent pour retrouver Lina. Une nouvelle battue a d'ailleurs été organisée le matin du 26, avec la participation des équipes cynophiles de la sécurité civile et de 35 gendarmes. Lina avait quitté son domicile familial pour rejoindre un ami que j'ai lu sur plusieurs ressources étant son petit ami, à Strasbourg. Mais depuis, aucune trace d'elle n'a été retrouvée. Et les pistes commencent à se mélanger. Je rappelle qu'elle avait 15 ans, qu'elle disparaît près de Saint-Blaise-la-Roche et qu'on a une enquête à ce moment qui est ouverte pour disparition inquiétante. Lina devait marcher 3 km jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour prendre son train direction Strasbourg. Ne la voyant pas arriver directement sur place, son ami donne l'alerte. Pour vous parler un petit peu d'elle, d'après ce que j'ai pu trouver, Lina venait de commencer un CAP, aide à la personne, montrant donc qu'on était sur quelqu'un qui, en plus de ça, avait le cœur sur la main. Ses parents sont séparés, sa mère est infirmière, et Lina avait très peu de contact avec son père, donc j'ai pas trouvé beaucoup d'informations le concernant. La section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin étaient à ce moment-là actuellement en charge de l'enquête. Selon les premières constatations, Lina n'est donc pas montée dans le train.
on a eu très rapidement un appel à témoins lancé pour obtenir des informations. La procureure avait d'ailleurs annoncé une première conférence de presse le 26 septembre à 17h afin de vraiment mettre de la lumière sur cette disparition et obtenir le plus d'informations possible. Les recherches se concentraient au début sur le parcours potentiel de Lina, notamment le long de la piste cyclable, près d'un étang, celui du Breu. Le 25 septembre 2023, l'après-midi, une centaine de personnes a participé à la première battue, assistée par un hélicoptère. Et malgré ses efforts, Lina restait introuvable. Toujours le même jour, le 25, la mère de Lina était très émue et elle confirme que Lina est bel et bien partie à 11h pour se rendre à la gare et elle a appelé son petit ami à 11h20, ce qui était d'ailleurs le dernier contact avec Lina. Sa mère corroborait la même histoire, Lina devait prendre le train pour Strasbourg, mais elle n'y est jamais arrivée. En larmes, elle remercie toutes les personnes participant aux recherches et exprime sa douleur. Je cite, « Comme toute maman, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur. » À ce moment, au 25 septembre, on a donc une grande battue qui a été organisée, une conférence de presse et la maman de Lina qui est très affectée. Comme je vous l'ai dit, mais je vous le redis en détail, le 26 septembre, une nouvelle battue est organisée. Dans cette deuxième battue, plus de 200 personnes se sont mobilisées afin de chercher Lina, des preuves, quelque chose. Proches, connaissances et habitants des alentours se sont rassemblés près de l'étang à la sortie du village. Des groupes d'environ 40 personnes, les équipes de cynophiles, la sécurité civile et des gendarmes, 35 d'entre eux, ont continué les recherches pour retrouver Lina. Le lendemain, le 27 septembre, l'enquête sur la disparition de l'adolescente s'oriente sur une nouvelle direction. Après avoir fouillé la forêt, les chemins, les champs, les gendarmes se tournent désormais vers les points d'eau, dont l'étang du Breu, situé à proximité de Sainte-Blaise-la-Roche, est l'un des lieux clés où Lina aurait pu passer en empruntant la piste cyclable qui le longe. Je vous rappelle qu'elle aurait dû marcher 3 km pour atteindre la gare. Est-ce qu'elle l'a atteint ? C'est une question qu'on se pose. L'après-midi, donc, une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé ces étangs. La mission a été confiée à la compagnie fluviale de Strasbourg qui a mobilisé 10 professionnels, dont 7 plongeurs. La procureure de la République a précisé que cette opération était cruciale pour trouver des indices potentiels sur le trajet de Lina, disparu 4 jours plus tôt. Elle a insisté sur le fait qu'aucune piste n'était écartée pour tenter d'élucider cette disparition mystérieuse et inquiétante. Depuis l'annonce de la disparition, vous l'avez compris, plusieurs battues ont été organisées, rassemblant des centaines de volontaires. Cependant, malgré ces efforts considérables, aucune trace de Lina n'a été retrouvée. Et le mercredi 27, quand les plongeurs ont débuté leurs recherches dans l'eau, ils ont commencé par ce fameux étang. Mais rien de plus n'a été trouvé. En parallèle, pendant ce moment, 15 militaires de la gendarmerie ont effectué un nouveau ratissage sur le terrain pour continuer les recherches sur terre. L'espoir de retrouver Lina saine et sauve restait vivace à ce moment parmi les forces de l'ordre et les habitants de la région. Malheureusement, personnellement, vous le savez, on vous l'a déjà dit plus d'une fois, plus le temps passe, plus l'enquête pour disparition peut devenir compliquée. Cette disparition, celle de Lina, a profondément marqué la petite communauté de Plaine et ses environs. J'irais même jusqu'à dire presque toute la France. Beaucoup de médias en ont parlé. Pour répondre à cette détresse, d'ailleurs, une cellule d'urgence médico-psychologique a été installée. Ce dispositif vise à offrir un soutien nécessaire aux habitants éprouvés par cette disparition inquiétante. Quelque chose qui est quand même à souligner, je trouve. Depuis le 23 septembre, et ici je vous parle jusqu'au 27, mais même jusqu'aujourd'hui, les efforts pour retrouver Lina se poursuivent sans relâche. Des appels à témoins sont lancés, décrivant Lina comme mesurant 1m60, avec des cheveux blonds, mi-longs. Elle portait une robe grise, une doudoune blanche, des converses blanches. Toute personne ayant des informations est encouragée à contacter la gendarmerie. Mais ce 27 septembre, ce fameux 27 septembre, a marqué une nouvelle étape dans les recherches. La communauté restait mobilisée et les forces de l'ordre continuaient de mettre tout en œuvre pour trouver n'importe quoi concernant Lina. Et ce soutien psychologique apporté aux habitants de Plaine a souligné l'impact émotionnel de cette disparition. L'espoir demeure que Lina sera retrouvée saine et sauve, mais malheureusement, au bout de cette journée, rien de plus. Le jeudi 28 septembre, c'est 80 gendarmes qui ont été mobilisés pour 2 nouvelles opérations de ratissage.
La procureure expliquait à ce moment que toutes les pistes continuaient d'être explorées et que tous les témoignages reçus au cours de la journée seront vérifiés en profondeur sur tout le territoire national. 8 jours après la disparition de Lina, l'enquête évolue vers un enlèvement. L'enquête, initialement ouverte pour disparition inquiétante, prend donc une nouvelle tournure. 2 juges d'instruction ont été co-saisis pour enlèvement et séquestration, comme l'ont annoncé les procureurs de Saverne et de Strasbourg dans un long communiqué. Le parquet de Saverne, qui a été jusqu'alors responsable de l'affaire, a transféré celle-ci à Strasbourg, et une information judiciaire a donc été ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours, montrant donc l'importance et l'inquiétude de cette disparition. Les procureurs ont donc précisé qu'à partir de ce moment, ce seront 2 juges d'instruction de Strasbourg qui dirigeront les investigations. Je cite: « L'enquête menée dans le cadre de la disparition inquiétante de Lina n'a pas permis de retrouver la jeune fille après plus de 7 jours d'investigation. La procureure de Strasbourg a saisi le pôle d'instruction par réquisitoire introductif pour des faits criminels d'enlèvement et de séquestration. L'enquête reste donc confiée aux gendarmes de la section de recherche de Strasbourg et au groupement de gendarmerie du Bas-Rhin. Mais cette enquête devient plus compliquée. On retourne au 23 septembre et on apprend que 2 témoins ont vu Lina marcher le long de la départementale vers 11h15. Peu après, son téléphone a cessé de borner. Et malgré un avis de recherche lancé dès le 24 et des fouilles intensives, personne n'a rien pu trouver. Aucune trace de Lina n'a été retrouvée. On a donc eu une opération coordonnée d'envergure qui a été menée dans plusieurs points de la zone potentielle de disparition. Des actes de police technique et scientifique ont été effectués sur plusieurs véhicules ciblés par l'enquête. Entre 6 et 10 véhicules ont été vérifiés selon les DNA et le Parisien, notamment Renault Clio de couleur sombre, et plusieurs d'entre elles. Des maisons, une supérette et la déchetterie de Saint-Blaise-la-Roche ont également été inspectés. Les résultats de ces fouilles n'ont pas permis de découvrir de nouveaux indices pour le moment, mais les enquêtes se poursuivent. On a eu autre chose, le témoignage d'une adolescente de 15 ans et de son père, habitant de Plaine, qui pourrait étayer l'hypothèse d'un véhicule suspect. Ils ont rapporté avoir vu, le lundi avant la disparition, un homme dans une voiture grise klaxonner leur fille, la paniquant. Le jeudi suivant, à 6h du matin, la même voiture se serait arrêtée près de l'adolescente et le conducteur aurait tenté de sortir du véhicule, la faisant fuir. La fille a donc été auditionnée par des gendarmes. Peut-être que cet homme dans la voiture serait potentiellement suspect. La disparition de Lina a engendré un élan de solidarité, mais aussi des rumeurs sur les réseaux sociaux, visant notamment son petit ami, Tao. Comparé par certains à Jonathan Daval, Tao a été défendu par Fanny, la mère de Lina, qui disait « Ce n'est plus possible, je ne peux pas laisser faire, Tao souffre, toutes ces méchancetés, nous n'en voulons pas ». Fanny, très éprouvée, restait pleine d'espoir. « J'ai de l'espoir, je ne lâche rien ». Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai vu et que j'ai pas écrit dans mon script, c'est qu'on a eu beaucoup de désinformations concernant cette enquête. Des vidéos YouTube sont sorties, des personnes ont voulu faire leurs petites enquêtes également sur Twitter, sur d'autres applications, et la maman de Lina a été très dévastée par ça. Elle demandait à ce qu'on arrête de faire circuler de fausses informations. Elle demandait à ce qu'on arrête de salir les personnes qui sont autour de cette affaire. Elle demandait également à ce que toutes les personnes qui ne savaient pas finalement grand-chose arrêtent de faire des hypothèses sur les réseaux sociaux, ce qui pouvait brouiller l'enquête. Et je rejoins la mère de Lina par rapport à ça. Il est vrai que vouloir aider, c'est bien, mais faire des contenus ou des choses accusant d'autres personnes, lançant des fausses rumeurs par exemple sur Tao ou j'en passe, peut-être même sur le père de Lina, ce n'est pas quelque chose qui va aider l'enquête et qui ne va pas aider la famille non plus. 2 semaines après la disparition de Lina, l'enquête prend un nouveau tournant. Un développement récent pourrait faire avancer cette enquête. La découverte du téléphone portable de Tao, le petit ami de Lina. Le dimanche 24 septembre, le lendemain de la disparition, Tao avait déclaré avoir perdu son téléphone portable. Selon lui, l'appareil serait tombé dans une bouche d'égout, située sur une friche industrielle, alors qu'il cherchait Lina. Eh bien, le 29 septembre, Tao est retourné sur les lieux pour tenter de récupérer son téléphone. Sans succès. Un voisin a observé cette scène et a alerté les gendarmes.
Ces derniers ont donc alors procédé à l'ouverture d'une dalle en béton pour accéder à l'appareil. Le téléphone de Tao a donc été en possession des enquêteurs et soumis à une analyse approfondie. La découverte de ce téléphone pourrait fournir des indices cruciaux pour les enquêteurs. Les données récupérées pourraient aider à reconstituer les derniers mouvements de Lina et à éclaircir les circonstances de sa disparition. En attendant ces résultats, les investigations se poursuivaient avec l'espoir de résoudre cette affaire et de retrouver Lina saine et sauve. Par rapport à ce téléphone, je n'ai rien trouvé de plus en ligne, donc peut-être qu'il n'y avait rien d'important à l'intérieur. D'après un article du Parisien qui est passé le 25 août, le téléphone a livré certains secrets. Je cite, « Les enquêteurs exploitent la téléphonie pour savoir ce qui a pu se passer sur cette route et bornée en même temps que Lina. Ce ne serait pas le cas de Tao, dont les données de géolocalisation ont été vérifiées, malgré la perte de son appareil. Cet élément pourrait donc permettre de dégager tout soupçon sur lui. » Je continue. Comme il y a dû avoir des messages WhatsApp, ça peut prendre plus de temps. Souvent, ça peut partir dans des labos privés qui ne sont pas forcément à disposition de l'autorité judiciaire. L'exploitation de son téléphone est tout à fait normale dans la mesure où il fait partie de l'entourage proche de Lina. Tao aurait donc été sorti d'affaire suite à l'analyse de son téléphone et j'ai appris via ça que le téléphone de Lina a cessé d'émettre exactement à 11h22 après qu'elle ait envoyé une dernière vidéo Snapchat à Tao. En novembre, les recherches sur la disparition de Lina continuent et prennent un nouveau tournant. De nouvelles vérifications sont menées à travers une perquisition au domicile d'un résident situé dans le secteur où elle a disparu. Parallèlement, plusieurs habitants de la commune de Plaine, d'où Lina est originaire, ont été réentendus par les enquêteurs, selon une source proche de l'enquête, confirmation qui a été faite par plusieurs médias. Les enquêteurs ont donc essayé de réinterroger toutes les personnes qu'ils ont déjà vues, de revoir toutes les pistes qu'ils avaient déjà, pour peut-être trouver quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Alors que les enquêteurs poursuivent leurs efforts pour percer le mystère entourant la disparition de Lina, chaque nouvelle vérification et chaque témoignage réentendu pourrait potentiellement apporter des éclaircissements. Les autorités continuent de scruter toutes les pistes dans l'espoir de retrouver la jeune fille et de comprendre les circonstances de sa disparition. En janvier 2024, des informations cruciales émergent concernant Lina, cette jeune adolescente disparue. Il est désormais révélé que Lina avait porté plainte en 2022 pour viol, 1 an et demi avant sa disparition. En effet, le 27 juin 2022, Lina, accompagnée de sa mère, s'était rendue à la gendarmerie de Schirmeck pour déposer cette plainte. Elle dénonçait des faits de viol survenus lors d'une soirée entre amis, impliquant 2 jeunes majeurs. À l'époque des faits, Lina avait moins de 14 ans. La plainte faisait état de relations sexuelles contraintes, mais l'enquête a rapidement été classée sans suite en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée. Les 2 jeunes hommes concernés avaient été entendus et avaient confirmé avoir eu des relations sexuelles tout en niant toute contrainte. Ce que je trouve quand même assez ironique ici, pardonnez-moi, et hypocrite, c'est que on voit que Lina a donc été aux gendarmes pour déclarer ce qui s'est passé. Et à ce moment, on ne la croyait pas, c'était insuffisant. Mais aujourd'hui, vous allez voir que cette plainte a été réétudiée. Il faut donc qu'une petite fille disparaisse pour qu'on l'écoute. L'avocat de la famille de Lina a exprimé des regrets quant à l'absence de confrontation au cours de l'enquête. La décision de classement sans suite soulève des interrogations, d'autant plus que Lina était encore une adolescente à cette époque. Les enquêteurs ont réinterrogé les 2 hommes impliqués dans la plainte, mais ces derniers ont pu fournir des alibis pour le jour de la disparition. La découverte de cette plainte relance les interrogations sur les circonstances de la disparition de Lina. Je cite, « Cette plainte avait donné lieu à une enquête, à l'issue de laquelle une première analyse juridique avait été effectuée. Celle-ci n'avait pas permis de suffisamment caractériser les faits. » Fin janvier 2024, on apprend qu'un jeune homme est recherché par les enquêteurs dans le cadre de la disparition. Les enquêteurs ont adressé une première salve de messages le 15 janvier dernier à tous les parents dont les jeunes filles sont scolarisées au collège de la Broque, l'école que venait de quitter Lina en juin 2023. Une requête pour savoir si, seuls ou accompagnés, leurs filles avaient déjà discuté ou rencontré avec un homme d'environ 20 ans, dans une aire de jeu en septembre 2023. Les enquêteurs avaient donc certainement un suspect en tête. En mars 2024, un peu plus de 6 mois après la disparition de la jeune fille de 15 ans, 3 personnes ont été placées en garde à vue. Les interpellés sont un couple et un homme résidant dans la région, qui doivent s'expliquer à propos d'incohérences dans leurs emplois du temps et dans leurs déclarations. Rien n'indiquait, en tout cas, qu'ils faisaient partie des éventuels ravisseurs de l'adolescente. Le couple a été convoqué au commissariat et l'homme a été interpellé à son domicile. D'autres témoins ont également été convoqués pour être entendus librement,
notamment sur des incohérences d'emploi du temps. C'est ce qu'a précisé une source de l'enquête. Seulement, cela n'a rien apporté, car il n'y a pas d'éléments incriminants. C'est ce qu'a aussi indiqué la source. Ces gardes à vue avaient laissé espérer un développement important dans ce dossier qui semblait au point mort depuis environ 6 mois. Elles devaient permettre aux enquêteurs d'effectuer des vérifications et de clore des pistes. Mais ces 3 personnes devaient notamment être auditionnées sur des incohérences, sauf que tout a été réglé et ces personnes ont été relâchées. Vous le voyez, on n'a donc rien eu de plus. Des témoignages, des pistes, vraiment rien qui pouvait nous montrer concrètement quelque chose. Jusqu'au 26 juillet. Le 26 juillet 2024, le parquet de Strasbourg a annoncé une avancée significative dans l'enquête sur la disparition de Lina. Le profil génétique de Lina a été retrouvé dans un véhicule volé, une découverte qui marque la première trace tangible de la jeune fille depuis le début de l'enquête. Selon le communiqué du parquet, l'analyse de la géolocalisation du véhicule volé a révélé qu'il était passé à proximité du lieu où Lina a disparu en septembre. Les prélèvements effectués à l'intérieur du véhicule ont confirmé la présence de l'ADN de Lina. Les enquêteurs se concentrent désormais sur la détermination des circonstances précises dans lesquelles Lina a pu monter à bord de ce véhicule. Le véhicule suspect, initialement recherché dans la région alsacienne, a été retrouvé dans le sud de la France. Il a été envoyé à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale pour une analyse approfondie. Les résultats indiquent que le véhicule a traversé la zone de la disparition le jour des faits et que Lina a été transportée à l'intérieur. La personne qui conduisait ce véhicule n'a pas encore été entendue. Mais les enquêtes continuent et les enquêteurs veulent privilégier la piste criminelle. La cellule d'enquête, composée d'une 20aine d'enquêteurs, poursuit ses investigations avec détermination. Selon des sources proches de l'enquête, l'équipe est toujours active et explore méthodiquement toutes les pistes disponibles. Pour terminer, je vous dirais que je trouve quand même assez étrange cette histoire de voiture, alors que si vous avez bien écouté le récit et la vidéo, on en a déjà parlé tout à l'heure. Les enquêteurs ont toujours eu cette piste de voiture, de Clio foncé, tout le temps quelque chose par rapport à quelqu'un qui voudrait approcher les adolescentes. Personnellement, si vous voulez mon avis, et ce n'est que mon avis car je n'ai pas plus d'informations que ce que je viens de vous raconter, je pense effectivement que cette piste est à privilégier. Peut-être qu'un homme en avait après des adolescentes et que Lina est tombée dans le panneau. Ou alors, peut-être qu'elle s'est fait enlever de force aussi. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle avancée nous permettra d'en savoir plus. Mes pensées vont aux proches de Lina, à sa famille et à son petit ami, qui, depuis maintenant des mois, cherchent toujours réponse à leurs questions. J'espère que cette enquête avancera et que nous en apprendrons plus. Voilà tout le monde pour la très triste et inquiétante disparition de Lina, 15 ans. J'espère que cette vidéo a pu vous intéresser et vous intriguer et surtout qu'elle a pu vous donner les informations que peut-être vous n'aviez pas. Je sais que nous avons totalement arrêté de parler de disparition sur cette chaîne et c'est quelque chose que j'aimerais fortement reprendre. Alan Ruby est né à Duncan, dans l'Oklahoma, le 1er mars 1995. Dans cette petite ville, il a vu le jour dans un contexte qui, bien que riche en privilèges et en opportunités, a également porté en lui les germes d'événements tragiques qui allaient se dérouler par la suite. Alan a grandi dans une famille influente, dont le statut semblait lui assurer un avenir brillant et surtout très prometteur. Cependant, en regardant de plus près, on pouvait déjà déceler des signes révélateurs d'un jeune homme aux prises avec des troubles intérieurs. Alan était le fils de John et Joy Ticker Ruby. Son père, John, s'est affirmé comme une figure incontournable du paysage médiatique de l'Oklahoma. En tant qu'éditeur du Marlow Review, un hebdomadaire local très apprécié par les locaux, il a toujours été respecté pour son engagement envers la communauté. De son côté, Joy, une mère dévouée et très aimante envers ses enfants, s'est distinguée par son implication active dans la vie locale et son dévouement sans faille à ses enfants. Dans cette famille, Alan avait également une sœur cadette qui s'appelait Catherine et qui était encore au lycée à l'époque. Les Ruby étaient bien considérés par leurs voisins et amis, connus pour leur générosité et leur participation active à divers événements communautaires. Grâce à leur richesse, ils ont pu offrir à leurs enfants un environnement
confortable et favorable, rempli d'opportunités exceptionnelles et de privilèges dont beaucoup auraient rêvé. Ils ont toujours veillé à ce que Alan et Catherine puissent bénéficier des meilleures conditions de vie possibles. En grandissant à Duncan, Alan a eu la chance de bénéficier d'une éducation de qualité, ainsi que de nombreuses activités parascolaires. Dès son plus jeune âge, Alan a été inscrit dans des écoles privées prestigieuses, ce qui lui a permis d'évoluer dans un cadre stimulant et très enrichissant. Ses parents ont constamment encouragé ce dernier à poursuivre ses passions et à exceller sur le plan académique, lui transmettant l'importance de l'éducation et également de l'engagement. Alan a fréquenté le lycée Duncan, où il s'est illustré en tant qu'élève moyen, sans être finalement véritablement exceptionnel sur le plan académique. Bien qu'il n'ait pas toujours brillé dans ses études, il a su se constituer un cercle d'amis fidèles et a participé à plusieurs activités scolaires, cherchant à s'intégrer et à s'affirmer parmi ses camarades. Toutefois, les premières manifestations de ces tendances matérialistes ont commencé à se faire ressentir. Des amis et connaissances ont remarqué que ce dernier avait un goût prononcé pour les vêtements très coûteux, les articles de luxe, exhibant avec fierté la richesse dont il était issu. Cette quête d'apparence et d'ostentation laissait entrevoir une facette bien plus sombre de sa personnalité, marquée par des désirs qui allaient bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer pour un jeune homme de son âge. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Alan Ruby s'est inscrit à l'université de l'Oklahoma, où à ce moment-là, il a entamé sa première année en sciences politiques. Cette transition vers l'université représentait un changement majeur pour Alan, qui quittait la communauté soudée et familière de Duncan pour entrer dans un environnement beaucoup plus vaste et surtout beaucoup plus diversifié. Ça n'a rien à voir lorsque tu sors d'une petite ville où tout le monde se connaît, c'est des cercles assez restreints, où là tu arrives dans une grande ville à l'université avec des personnes qui viennent de n'importe où et la mentalité est vraiment très différente. Ça se voit lorsque par exemple tu grandis dans une petite campagne en France et que subitement tu vas faire des études dans une grande ville, les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Ce passage à une nouvelle étape de sa vie était censé être une période de croissance, une période de découverte et d'enrichissement. Mais pour Alan, ça s'est avéré être le début d'une descente inexorable vers des comportements autodestructeurs. À l'université de l'Oklahoma, Alan a rapidement abandonné ses études pour se plonger dans un mode de vie centré sur le luxe et les apparences. Il était connu pour être un véritable accro au shopping, ne pouvant s'empêcher de dépenser des sommes exorbitantes pour des produits de luxe et des vêtements de créateurs. Les réseaux sociaux de Alan étaient remplis de photos mettant en avant son style de vie somptueux, incluant des voyages opulents en Europe et des séjours dans des hôtels haut de gamme. Ces publications respiraient la richesse et surtout l'excès, mais derrière ces images scintillantes se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Alan a accumulé des dettes très importantes à cause de son style de vie extravagant. Ces dépenses effrénées l'ont rapidement mis dans une situation financière difficile. Malgré l'apparence extérieure d'une famille heureuse, les relations entre Alan et ses parents, John et Joy Ruby, étaient devenues très tendues. John, en tant qu'éditeur respecté de Marlowe Review et Joy, une mère dévouée et impliquée dans la communauté, était profondément préoccupé par l'incapacité de leur fils à gérer son argent de manière responsable. Dans un ultime effort pour freiner ses habitudes de dépenses ruineuses, ils ont pris la décision drastique de le couper financièrement, de lui couper les vivres, espérant ainsi lui enseigner la responsabilité et la valeur de l'argent. Joy et John ne sont pas nés riches, ils ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont créé. Ils ont dû apprendre à gérer leurs finances, à investir, à donner de leur personne. Et voir un enfant en train de tout claquer alors qu'il n'a jamais rien fait de sa vie, forcément, je peux comprendre que ça puisse les mettre dans un énorme désarroi et leur donner envie de faire comprendre à son enfant que avoir de l'argent, c'est une responsabilité et tu ne peux pas prendre tout ton argent et le claquer n'importe comment, surtout que de base, ce n'est même pas ton argent, c'est celui de tes parents. Il faut que tu apprennes à aller travailler, à gagner de l'argent par toi-même et à comprendre la valeur de cet argent. Cependant, cette décision a eu l'effet inverse de celui escompté. Au lieu de ramener Alan à la raison, finalement, elle n'a fait qu'alimenter son ressentiment et son désespoir.
Alan a commencé à voir ses parents non plus comme des soutiens, mais plutôt comme des obstacles à sa liberté financière. Cette perspective déformée et sa frustration croissante ont contribué à le pousser sur un chemin de plus en plus sombre et destructeur. Avec le recul, il est clair qu'il y avait de nombreux signes avant-coureurs de la psyché troublée d'Alan Ruby. Son comportement compulsif et son obsession pour la richesse matérielle n'étaient pas simplement des extravagances typiques de la jeunesse. Ils étaient surtout le symptôme de problèmes psychologiques bien plus profonds, notamment un possible sentiment de droit et un manque d'empathie. Ses amis et connaissances, qu'il avait connus durant ses années universitaires, ont souvent remarqué son comportement de plus en plus erratique et inquiétant. Alan semblait vivre dans un monde complètement déconnecté de la réalité, constamment poussé par un besoin insatiable de posséder des biens matériels. Cette déconnexion avec la réalité, alimentée par son obsession pour le luxe, a finalement conduit à des conséquences dévastatrices, non seulement pour Alan, mais aussi pour sa famille ainsi que la communauté. Les événements tragiques d'octobre 2014 ont marqué le point culminant de cette spirale descendante. Alan, consumé par son désespoir et son ressentiment, a pris des décisions qui ont irrévocablement changé le cours de sa vie et également celle de ses proches. En réfléchissant sur son histoire, on peut voir que les signes étaient là depuis déjà bien longtemps. Le comportement d'Alan, bien que perçu par beaucoup de personnes comme une phase passagère de la jeunesse, qu'on a quasiment tous connu, cachait en réalité des troubles psychologiques graves. Sa quête insatiable de biens matériels et son incapacité à gérer ses finances n'étaient que les manifestations superficielles de problèmes beaucoup plus profonds. Les efforts de ses parents pour l'aider, bien que bien intentionnés, certes, n'ont malheureusement pas réussi à le détourner de cette voie destructrice. Pour beaucoup, il était certain que Alan avait surtout besoin de suivre une thérapie, de voir quelqu'un, un professionnel, qui aurait pu l'aider. Parce qu'à son stade, ce n'était pas juste être un adolescent dépensier, c'était vraiment quelque chose d'addictif, c'était presque une maladie ce qu'il avait. On ne sait pas pourquoi il avait tant besoin de montrer autant de richesse, peut-être était-ce un manque de confiance en soi et qui, pour se sentir aimé et accepté, il avait besoin de montrer que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de matériel. Malheureusement, ça arrive pour beaucoup de personnes, mais les efforts que ses parents ont fait pour l'aider n'étaient clairement pas à la hauteur pour pouvoir aider Alan à se sortir de cette spirale infernale. Ainsi, l'histoire d'Alan est une tragédie complexe, faite de privilèges et d'opportunités plus que gâchées, de relations familiales tendues et de comportements autodestructeurs. Elle nous rappelle l'importance de prêter attention aux signes avant-coureurs de troubles psychologiques et de chercher à comprendre les motivations profondes derrière les comportements apparemment superficiels. Si seulement les troubles d'Alan avaient été mieux compris et surtout traités, peut-être que les événements tragiques d'octobre 2014 auraient pu être évités. Avant les meurtres tragiques de ses parents et de sa sœur, Alan Ruby avait déjà montré des signes de comportement criminel préoccupants. Parmi les incidents les plus notables, il y a eu une fraude financière contre sa propre grand-mère, Lois Ruby, qui avait 82 ans à l'époque du crime. Cet acte de tromperie et d'exploitation avait encore plus souligné le caractère troublé d'Alan et sa disposition à trahir même les membres de sa propre famille les plus proches pour un gain financier. Au cours des mois précédant les meurtres, Alan avait perpétré plusieurs actes de fraude contre sa grand-mère, ce qui avait finalement conduit à son arrestation et à sa condamnation pour des accusations fédérales. Alan avait en effet volé la carte de crédit de sa grand-mère et l'avait utilisée pour financer son style de vie extravagant. Ses habitudes de dépenses avaient été incontrôlables, elles étaient vraiment ingérables et il avait effectué de nombreux achats non autorisés, accumulant ainsi d'importantes dettes sur la carte volée. Je ne vous parle pas de quelques achats à une dizaine, vingtaine, voire même une centaine d'euros, mais à des milliers d'euros, des achats vraiment très conséquents. Alan avait utilisé cette carte de crédit pour acheter des articles de luxe, faire des voyages somptueux et maintenir son style de vie opulent. Il avait fait peu d'efforts pour dissimuler ses actions, ce qui avait finalement conduit à sa capture. Le montant total des transactions frauduleuses s'était élevé à environ 5 000 $, une somme suffisamment importante pour attirer l'attention des forces de l'ordre et déclencher une enquête approfondie.
Les conséquences de ces activités frauduleuses avaient été graves pour Alan Ruby. Il avait été arrêté et accusé de fraude financière fédérale, des accusations sérieuses aux États-Unis qui avaient révélé un schéma de comportement trompeur. Au cours de l'été 2014, seulement quelques mois avant les meurtres, Alan avait été reconnu coupable des accusations portées contre lui. Il avait donc été condamné à la probation et a versé une restitution à sa grand-mère, Lois Ruby. Cette condamnation, malheureusement, encore une fois, comme ce que ses parents avaient tenté de faire pour lui, n'a pas vraiment aidé Alan Ruby. Bien au contraire. Tout ce qui aurait dû stopper Alan dans cette frénésie financière n'a fait finalement qu'accroître son besoin et d'ajouter une pression supplémentaire sur lui. Cette condamnation n'avait fait qu'ajouter à la pression déjà présente dans ses relations avec sa famille, en particulier avec ses parents, qui étaient déjà préoccupés par son comportement erratique et son irresponsabilité financière. L'impact de la fraude financière sur la famille Ruby avait été très profond. Cet acte désespéré d'Alan avait été une indication claire de son désespoir croissant et de sa volonté de trahir la confiance de sa famille pour satisfaire ses propres besoins matériels. Cette trahison avait encore plus mis à rude épreuve les relations d'Alan avec ses parents, qui luttaient déjà contre ses dépenses compulsives et son manque de responsabilité. John et Joy Ruby, tout en essayant de comprendre et d'aider leur fils, s'étaient retrouvés confrontés à un problème de plus en plus incontrôlable. Ils avaient espéré que les mesures prises pour restreindre ses dépenses pourraient l'aider à devenir plus responsable, plus mature, mais l'incident avec sa grand-mère avait clairement montré que les problèmes d'Alan allaient bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Cet acte de tromperie avait mis en évidence que pour Alan, il avait une conviction claire que la richesse de sa famille était la solution à tous ses problèmes. Sa situation financière désastreuse avait été exacerbée par la décision de ses parents de le couper financièrement, ce qui n'avait fait qu'alimenter son désespoir face à la précarité qui était en train de l'attendre, puisque sans les vivres de ses parents, celui-ci était complètement fauché. Il ne travaillait pas, en plus de ça il avait arrêté ses études, il n'avait aucun moyen finalement de gagner de l'argent, à part se trouver des petits jobs alimentaires. En plus de ça, il n'était pas seulement fauché, mais il était aussi endetté. Et plutôt que de prendre sa vie en main, de décider de reprendre des études, d'aller travailler, celui-ci a décidé de commettre l'impensable en se disant que ce n'était pas lui le responsable, mais que c'était sa famille. Sa famille était riche, c'était à sa famille de s'occuper de lui. Malheureusement, là, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement ou heureusement, il faut savoir se débrouiller tout seul, quand bien même nos parents ont de l'argent. Finalement, notre famille, nos parents ont beau avoir de l'argent, ce n'est pas à nous cet argent, c'est eux qui ont travaillé dur toute leur vie pour l'avoir. Donc, quand bien même sa famille était riche, il devait apprendre à se débrouiller, il devait apprendre à se gérer lui-même, mais malheureusement, lui n'a pas du tout réagi de cette façon-là, bien au contraire. Alan était prêt à tout pour avoir de l'argent, mais surtout avoir de l'argent sans aller se mouiller les mains, sans aller travailler. Puisque de toute façon, il considérait que pourquoi aller travailler alors que sa famille était riche. C'est limite, il ne considérait pas que le travail finalement était quelque chose pour les pauvres et que lui, en tant que personne riche, il n'avait pas à faire ça. Sauf que, dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Mais la fraude contre sa grand-mère avait clairement montré jusqu'où il était prêt à aller pour obtenir de l'argent. Enfin, jusqu'où il était prêt à aller pour l'instant. Pour l'instant, puisque en effet, Alan a commis l'impensable pour pouvoir avoir de l'argent. Le motif des meurtres horribles qu'Alan avait commis pourrait avoir été influencé par cette fraude et la condamnation subséquente. En tuant ses parents et sa sœur, Alan croyait qu'il hériterait de leur succession et résoudrait une fois pour toutes tous ses problèmes financiers. Les meurtres brutaux de John, Joy et Catherine Ruby avaient eu lieu dans leur maison familiale à Duncan, en Oklahoma, le 9 octobre 2014. Le 9 octobre 2014, Alan Ruby a décidé de commettre l'impensable. Il est rentré dans sa maison et il a décidé d'assassiner absolument toute sa famille en se disant que s'il n'y avait plus personne, si ses parents n'étaient plus en vie, si sa sœur n'était plus en vie, alors le seul héritier qui resterait, ce serait lui. Et de cette manière, il aurait tout l'argent nécessaire pour pouvoir rembourser ses dettes d'une part, mais également continuer de financer son mode de vie extravagant. Sauf qu'encore une fois, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça.
Les meurtres brutaux de John, Joy et Catherine Ruby avaient eu lieu de leur maison familiale à Duncan, en Oklahoma. La scène du crime avait été un témoignage effrayant de la nature calculée et de sang-froid des meurtres commis par Alan Ruby. Catherine, la sœur cadette d'Alan, avait été une jeune femme brillante et dynamique, connue pour sa gentillesse, son intelligence et son implication active dans sa communauté et son école. Étudiante à l'école secondaire de Duncan, elle avait été très aimée par ses pairs et ses enseignants. Catherine avait une variété d'intérêts, y compris le fait d'être pom-pom girl, une activité qui la passionnait. Elle avait également participé à d'autres activités parascolaires et était connue pour ses excellents résultats. Catherine avait été décrite comme bienveillante, extravertie et pleine de vie. Finalement, absolument tout le contraire de son grand frère. Elle avait une vision très positive de la vie et était toujours prête à aider les autres. Elle était d'ailleurs elle-même une jeune femme très ambitieuse qui allait sûrement aller bien loin dans la vie, bien plus loin que son frère Alan. Ses amis et sa famille se souvenaient d'elle comme d'une personne attentionnée et enthousiaste, toujours prête à tendre la main et à offrir son soutien. La perte de Catherine avait été un coup dévastateur pour sa communauté qu'il avait tant aimée et admirée. La famille Ruby, autrefois respectée et admirée dans leur communauté, avait été complètement détruite par les actions d'Alan, laissant derrière elle un vide immense et une douleur profonde. Malheureusement, vous le savez très bien, dans la vie, vous aurez beau faire 100 actes merveilleux, tout le monde ne va reconnaître que l'erreur, la seule et unique erreur que vous aurez faite. Et là, eh bien malheureusement, lorsque dans cette communauté nous allons parler de la famille Ruby, ils ne vont plus penser à John et Joy qui avaient construit une belle petite famille, qui avaient des entreprises, qui avaient réussi à construire un empire par leur motivation, par leur travail et toutes les bonnes actions qu'ils ont pu faire pour la communauté. Maintenant, lorsque l'on va parler de la famille Ruby, on va tout de suite penser à Alan, ce jeune homme complètement dépensier qui avait un style de vie complètement extravagant, qui vivait sur le dos de ses parents et qui a commis des actes impensables. Malheureusement, avec ces actes, il a balayé toutes ces années où ses parents ont fait le bien autour d'eux et sa sœur également, pour ne laisser que le souvenir d'un acte atroce. La tragédie des Ruby avait mis en lumière les conséquences dévastatrices de la cupidité et du désespoir. Alan, en pensant que la richesse de sa famille pourrait résoudre ses problèmes, avait choisi un chemin de destruction qui avait coûté la vie à ses proches et avait bouleversé une communauté entière. Pour revenir rapidement à Catherine, cette dernière avait partagé un lien très étroit avec ses parents. Elle entretenait une relation typique de frère et sœur avec son frère aîné Alan. Malgré les défis auxquels sa famille avait été confrontée en raison du comportement de ce dernier, Catherine était restée une fille et une sœur aimante et solidaire. Cette dernière était toujours prête à offrir son soutien et son amour à ce dernier. Elle avait fait preuve de patience et de compassion, même dans les moments les plus difficiles. Et pourtant, malgré ça, malgré son soutien infaillible envers son frère, malgré tout ce que lui avait déjà fait, la vie de cette dernière a pris fin tragiquement le 9 octobre 2014, une journée qui avait commencé comme une autre pour elle. Ce jour-là, Catherine s'était occupée de ses tâches habituelles et avait décidé de laver sa voiture à l'extérieur de leur maison familiale à Duncan. Elle aimait particulièrement s'occuper de son véhicule, prenant soin de maintenir son apparence impeccable. Pendant qu'elle frottait soigneusement la carrosserie, son frère Alan était arrivé à la maison avec un pistolet de 9 mm qu'il avait volé. Sous l'emprise de ses propres démons intérieurs, il avait planifié les événements tragiques qui allaient suivre. Après avoir terminé de laver sa voiture, Catherine était entrée dans la maison, ne se doutant pas à un seul instant du danger imminent. Elle avait probablement prévu de se détendre et de passer du temps avec sa famille après une matinée de travail. Cependant, en entrant dans la cuisine, elle avait été confrontée à Alan qui, dans un acte de violence incompréhensible, l'a abattue. Catherine Ruby, cette jeune adolescente, s'est fait froidement abattre par son frère. La communauté avait été profondément affectée et choquée par cette tragédie. La perte d'une jeune femme aussi prometteuse que Catherine avait été ressentie par tous ceux qui l'avaient connue. Des amis, des camarades de classe et des enseignants avaient exprimé leur chagrin et partagé des souvenirs de l'impact positif que Catherine avait eu sur leur vie. Les corps de John Ruby, âgé de 50 ans, Joy Ruby, âgé de 48 ans et Catherine, âgée de 17 ans, avaient été découverts le 13 octobre par la femme de ménage de la famille.
Elle est entrée dans la maison et a découvert la scène horrible dans la cuisine où les victimes avaient été abattues. La femme de ménage a immédiatement appelé la police, déclenchant une chaîne d'événements qui a démêlé les détails horribles du crime. L'arme que Alan avait volée pour pouvoir abattre les 3 membres de sa famille dans leur cuisine était un 9 mm qu'il avait volé dans le véhicule de son père, soulignant la nature préméditée du crime. Il avait soigneusement planifié les meurtres, s'assurant qu'il disposait des moyens nécessaires pour réaliser ses intentions mortelles. Les actions d'Alan le jour des meurtres avaient été méticuleusement orchestrées. Il était arrivé à la maison familiale avec le pistolet 9 mm volé. Il avait d'abord tiré sur sa mère, Joy Ruby, dans la cuisine alors qu'elle s'adonnait à ses activités quotidiennes. Catherine, qui avait été dehors en train de laver sa voiture, était entrée dans la maison et avait été abattue par Alan, toujours dans la cuisine. Ensuite, ce dernier a attendu environ 1 heure chez lui pour que son père arrive et rentre enfin à la maison. À l'arrivée de ce dernier, Alan lui a tiré dessus dans la cuisine, lui aussi, complétant cet acte horrible. Ces événements avaient dévasté la communauté de Duncan et avaient envoyé des ondes de choc à travers la région, laissant un vide immense et des questions sans réponse sur les raisons qui avaient conduit Alan à commettre un tel acte de violence contre sa propre famille. Mais lorsque les corps ont été découverts, au début, la police ne savait pas qui les avait tués, même si les premiers soupçons se sont tournés vers le fils qui restait en vie, le seul et l'unique Alan Ruby. Très rapidement, les policiers se sont concentrés sur ce dernier et ont analysé tous ses faits, ses gestes. Dans les jours qui ont suivi les meurtres, Alan a manifesté un comportement troublant qui a intensifié les soupçons des enquêteurs. Malgré la gravité de ses actes, il a agi comme si de rien n'était, continuant de mener une vie en apparence normale. Ça incluait un voyage à Dallas, au Texas, où il a séjourné dans l'hôtel luxueux Ritz-Carlton, s'adonnant à des festivités avec des amis. Son apparence insouciante et son absence de remords ont profondément perturbé ceux qui cherchaient à comprendre les motivations derrière ces meurtres atroces. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les profils d'Alan continuaient de véhiculer une image de luxe et d'opulence, un contraste frappant avec le drame familial qu'il venait de causer. Pendant que les enquêteurs scrutaient minutieusement la scène du crime pour collecter des preuves physiques et documenter la position des victimes, les images des caméras de sécurité dans et autour de la maison des Ruby et d'autres lieux fréquentés par Alan étaient examinés de très près. Ces éléments ont joué un rôle crucial dans l'établissement de la chronologie des événements et dans la confirmation de la présence d'Alan sur les lieux à des moments clés. L'interrogatoire des proches, des amis et des voisins de la famille Ruby a également été crucial. Les témoignages recueillis ont aidé à dessiner le tableau complexe des relations au sein de la famille et à explorer toute éventuelle motivation sous-jacente aux actes d'Alan. La combinaison de ces preuves tangibles, des vidéos de surveillance et du comportement suspect d'Alan a rapidement resserré l'étau autour de lui en tant que suspect principal. Alan Ruby a finalement été conduit au poste de police de Duncan pour être interrogé. Initialement, il a maintenu son innocence, niant toute implication dans les meurtres brutaux de ses parents et de sa sœur. Cependant, confronté à l'évidence accablante et sous la pression des enquêteurs, il a fini par avouer. Sa confession détaillée a révélé comment il avait planifié chaque étape des meurtres. Le vol du pistolet de la voiture de son père, l'assassinat de sa mère alors qu'elle était occupée dans la cuisine, puis celui de sa sœur Catherine lorsqu'elle était entrée innocemment dans la maison. Il avait ensuite patiemment attendu que son père John rentre chez lui pour compléter son plan meurtrier. Pour Alan, le motif de ces crimes tragiques était en grande partie financier. Endetté jusqu'au cou en raison de ses dépenses excessives et de son incapacité à gérer ses finances, il avait cruellement conclu que l'élimination de sa famille lui permettrait d'hériter de leur patrimoine et de se libérer de ses dettes. Ses motivations égoïstes et impitoyables avaient non seulement coûté la vie à ses proches, mais aussi ébranlé toute une communauté qui lutte encore pour comprendre et accepter un tel acte de violence au sein d'une famille autrefois respectée et aimée. La confession d'Alan Ruby, bien que cruciale, n'était que le début d'un processus judiciaire complexe qui a mis en lumière plusieurs éléments de preuve accablants corroborant ses actes. Le dossier judiciaire comprenait un corpus substantiel de preuves qui étayait son récit sur les meurtres brutaux qu'il avait commis. Tout d'abord, le pistolet 9 mm utilisé dans les meurtres avait été récupéré sur les lieux et ses balles correspondaient à celles trouvées sur la scène du crime. Cette preuve physique renforçait de manière concluante l'implication directe de Alan dans les décès de ses parents et de sa sœur.
En outre, les preuves vidéo capturées avant et après les meurtres montraient les déplacements d'Alan, y compris son voyage jusque Dallas. Ces enregistrements étaient cruciaux pour établir sa présence et ses actions avant et après les événements tragiques. Les enquêteurs avaient également découvert des documents détaillant les importantes dettes d'Alan ainsi que la décision récente de ses parents de lui couper les vivres financièrement. Ce contexte fournissait un motif clair et troublant pour les actes meurtriers d'Alan, révélant une réponse extrême à sa situation financière difficile. Des témoignages de proches, d'amis et de connaissances ont également été présentés, mettant en lumière le comportement erratique d'Alan et son obsession pour les richesses matérielles. Des facteurs qui ont été cruciaux pour comprendre son état d'esprit au moment des meurtres. À la suite de ces révélations choquantes, Alan a été formellement accusé de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. L'affaire a suscité un vif intérêt médiatique et public en raison de la notoriété de la famille Ruby au sein de la communauté. Cependant, un tournant inattendu s'est produit lorsque Alan a décidé de changer son plaidoyer initial de non coupable à coupable dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Cette décision a été le résultat de négociations menées par le procureur du comté de Stephens, Jason Hicks, et a été influencée par les souhaits des membres survivants de la famille Ruby. Les termes de l'accord de plaidoyer étaient très rigoureux. Alan a été condamné à 3 peines de prison consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Il a également renoncé à tout appel de sa sentence, ainsi qu'à toute tentative de tirer profit de ses crimes par le biais de livres, de films ou de médias. De plus, il s'est engagé à ne pas communiquer avec les médias, un aspect crucial pour respecter les souhaits de la famille Ruby et pour minimiser la douleur causée par l'exposition médiatique continue. Bien que Jason Hicks ait exprimé personnellement sa conviction que la peine de mort était justifiée dans son cas, il a respecté la volonté des survivants de la famille qui cherchaient avant tout à obtenir une fermeture rapide et à éviter les prolongements d'un procès de la peine capitale. En somme, l'accord de plaidoyer a marqué la conclusion d'un chapitre sombre et tragique pour la communauté de Duncan, mettant fin à une saga judiciaire marquée par les violences familiales et le chagrin inconsolable. Alan Ruby, autrefois perçu comme un jeune homme prometteur, a sombré dans les profondeurs de la tragédie et du crime, dévoilant une facette sombre et inattendue de sa personnalité. Pour ceux qui l'avaient connu avant les événements tragiques d'octobre 2014, l'écart entre l'image d'Alan qu'ils avaient et celle du meurtrier impitoyable qu'il était devenu était très difficile à concilier. Sandy Bruce, un ami de la famille, a décrit cette transformation d'Alan comme particulièrement effrayante. Il a noté que les yeux de ce dernier semblaient avoir perdu toute leur chaleur humaine, devenant froids et presque malveillants, un signe précoce des changements profonds qui s'opéraient en lui. D'autres personnes, comme Bradley Brown, étaient tout simplement horrifiées par la capacité d'Alan à agir de manière apparemment normale après avoir commis un crime aussi terrible. Ce comportement apparent de normalité a alimenté de nombreuses spéculations et discussions sur la nature complexe et troublée d'Alan Ruby. Les actions de ce dernier après les meurtres ont également été analysées en profondeur. Il a été révélé qu'il avait continué à mener un style de vie ostentatoire, en contradiction frappante avec l'horreur de ses actes. Son obsession pour la richesse matérielle et sa volonté de commettre un meurtre pour des gains financiers ont révélé une personnalité profondément troublée. Ces traits de caractère ont jeté une lumière crue sur les motivations complexes qui ont conduit à l'effondrement brutal de sa propre famille. Dans une lettre poignante adressée à un journal en Oklahoma, Alan a tenté de justifier ses actions, mais a admis sa difficulté à comprendre pleinement pourquoi il avait commis des meurtres aussi odieux. Il a reconnu que ces dépenses extravagantes étaient symptomatiques de problèmes plus profonds et a cherché à expliquer les forces sous-jacentes qui l'avaient poussé à de telles extrémités. Son incarcération dans une prison à sécurité maximale a été marquée par des événements tragiques supplémentaires. Alan a été attaqué par d'autres détenus subissant des blessures sérieuses qui ont nécessité des soins médicaux intensifs. Cette violence carcérale a ajouté une dimension tragique et ironique à l'histoire déjà sombre d'Alan Ruby. Cette histoire sert de rappel sinistre des conséquences dévastatrices du matérialisme débridé et des troubles psychologiques non traités. Elle a profondément affecté la communauté de Duncan qui continue de panser ses plaies et de chercher à se reconstruire tout en honorant comme ils le peuvent la mémoire de John, Joy et Catherine Ruby pour leur qualité aimante et leur contribution à la communauté.
L'accord de plaidoyer et la condamnation d'Alan ont offert une certaine forme de clôture au reste de la famille survivant, leur permettant de commencer à guérir après avoir été déchirés par cette tragédie inimaginable. Et c'est donc tout pour l'affaire de Alan Ruby ainsi que celle de John, Joy et Catherine Ruby. J'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. Évidemment, je trouve ça plus que cruel que d'avoir assassiné sa famille pour des gains financiers, d'autant que s'il avait réfléchi un petit peu, il se serait bien douté qu'il aurait juste fini en prison et qu'il n'aurait jamais pu toucher l'héritage de ces personnes, puisque lorsque tu tues normalement une personne pour un héritage, tu n'es censé ne pas le toucher. Donc je ne comprends pas pourquoi il a agi de la sorte. Je pense qu'il a vraiment des problèmes psychologiques qui n'ont pas été traités et peut-être pas encore été découverts. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ce dernier sortira probablement jamais de prison. Et heureusement, puisque à mon avis, ça doit être peut-être un psychopathe ou quelque chose dans le genre. Mais le fait d'avoir réussi à tuer toute sa famille, enfin déjà d'avoir préparé le meurtre, d'être venu, de les avoir assassinés et après être reparti en continuant sa vie comme si de rien n'était, en faisant la fête, en partant en vacances, vraiment en agissant comme si la veille, il n'avait pas tué toute sa famille, ça résulte vraiment d'un comportement de psychopathe. Tu ne peux pas avoir tué des gens et après agir comme si de rien n'était, voire même en continuant ta vie en étant heureux et souriant. J'espère en tout cas que cette affaire est encore inconnue pour vous et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Personnellement, je suis heureux de savoir qu'il ne sortira probablement jamais de prison et j'espère que le reste de sa famille a réussi à faire le deuil et à avancer malgré cette terrible tragédie. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!